La nuit à Lyon avait cette particularité d'être toujours trop silencieuse, comme si la ville elle-même retenait son souffle pour ne pas déranger le sommeil des gens heureux, ou du moins ceux qui croyaient l'être. Dans notre chambre, l'air était saturé de cette odeur familière de lavande et de cèdre, le parfum d'intérieur que Louis aimait tant. Tout était à sa place. Les rideaux de velours tiraient juste ce qu'il fallait pour laisser filtrer un rayon de lune, les draps en satin frais sous mes doigts, et à côté de moi la respiration régulière de l'homme que j'aimais depuis 7 ans. Louis Marchand, mon mari, l'homme que tout le monde décrivait comme l'époux parfait, le gendre idéal, l'architecte brillant dont la rigueur professionnelle n'avait d'égal que sa dévotion conjugale. Je ne dormais pas. Une insomnie légère me gardait éveillée, flottant dans cet état brumeux, entre le rêve et la réalité. Je me suis tournée vers lui, cherchant instinctivement la chaleur de son corps. Ma main a glissé sous la couette, remontant le long de sa colonne vertébrale. Sa peau était chaude, lisse sous ma paume. Un geste que j'avais répété des milliers de fois, un automatisme de tendresse. Mais soudain, mes doigts ont buté sur quelque chose, une aspérité, un léger relief sur son omoplate gauche. Je me suis souvenu, il s'était plaint d'un bouton douloureux il y a quelques jours. Avec la sollicitude qui était la mienne, j'avais acheté un tube de pommade antibiotique, le posant sur sa table de nuit en lui rappelant de l'appliquer. Je frottais doucement la zone, m'attendant à sentir la texture grasse de la crème. Mais ce n'était pas ça. C'était sec, et cela avait une forme étrange. Curieuse, j'ai plissé les yeux dans la pénombre. La lueur pâle du réverbère extérieur suffisait à peine, mais elle m'a révélé ce que mes doigts avaient deviné. Ce n'était pas juste de la pommade étalée à la hâte. C'était un dessin, une tache rouge foncée, probablement de l'éosine ou un antiseptique coloré, mais elle n'avait pas été appliquée au hasard. Les contours étaient nets, délibérés, un cœur. Un petit cœur rouge, dessiné, avec une précision presque enfantine autour de l'inflammation. Et juste à côté, minuscule mais lisible, 2 lettres tracées, avec le même liquide, bébé. Mon cœur a raté un battement, juste un, comme une horloge qui saute 1 seconde avant de reprendre son rythme, mais avec un tic-tac désormais faussé. « Louis ?» ai-je chuchoté, ma voix s'étranglant presque dans ma gorge. « Tu as encore gratté ton dos, n'est-ce pas ?» Son corps s'est tendu imperceptiblement sous ma main. Un réflexe de défense, aussi rapide qu'un clignement d'œil, avant que la détente ne revienne, forcée. Il a bougé, enfouissant son visage dans l'oreiller, et a murmuré d'une voix pâteuse, encore lourde de sommeil. « Non, j'ai dû m'égratigner sous la douche, c'est tout. Dors, chérie. » Il n'avait pas ouvert les yeux. Il n'avait pas demandé pourquoi je posais la question. Il avait juste fourni une explication, une excuse prête à l'emploi, avant de laisser sa respiration reprendre un rythme artificiellement calme. Je suis restée figée, ma main toujours suspendue au-dessus de son dos, m'égratignait sous la douche. C'était une réponse logique, plausible, si l'on ignorait le cœur, si l'on ignorait le bébé. Je me suis redressée lentement, m'asseyant dans le lit. Je regardais ce dos que je connaissais par cœur. Louis était un maniaque de l'hygiène, un homme qui se lavait les mains 3 fois avant de passer à table, qui ne supportait pas une tache sur sa chemise. L'idée qu'il puisse laisser une blessure, même minime, sans soins appropriés, était déjà étrange. Mais qu'il laisse quelqu'un, ou qu'il parvienne lui-même, par je ne sais quelle contorsion impossible, à dessiner un cœur à l'éosine sur son omoplate, c'était aberrant. J'ai regardé mes propres mains, elles étaient vides. Le tube de pommade que j'avais acheté avait disparu de la table de nuit. Je me suis souvenu l'avoir cherché la veille dans la salle de bain, sans succès. Je pensais qu'il l'avait rangé ailleurs, mais ce dessin, ce n'était pas de la médecine, c'était un message, une marque de propriété. Le silence de la chambre n'était plus apaisant. Il était devenu oppressant, lourd de non-dits. Je ne pouvais plus rester allongée là. J'avais besoin de bouger, de vérifier, de trouver une ancre de rationalité avant que mon esprit ne dérive vers des eaux trop sombres. Je me suis glissée hors du lit, mes pieds nus touchant le parquet froid. Louis n'a pas bougé. Je suis sortie de la chambre, traversant le couloir, silencieux comme une ombre dans ma propre maison. J'ai descendu les escaliers, chaque marche craquant légèrement sous mon poids. Ou peut-être était-ce seulement le bruit de mes nerfs vifs. Je me suis dirigée vers le garage. L'air y était plus frais, sentant le caoutchouc et l'essence froide. La berline allemande de Louis, noire, impeccable, luisait doucement sous la lumière automatique qui s'était déclenchée à mon entrée. Je me suis approchée de la voiture. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais. Une odeur? Un objet oublié? Non, Louis était trop prudent pour ça. Mon regard s'est posé sur le pare-brise,
Sur le petit boîtier noir de la caméra embarquée, une petite lumière bleue clignotait régulièrement. Le témoin de veille. J'ai ouvert la portière passager. L'intérieur sentait le cuir et ce parfum neutre de voiture neuve qu'il entretenait maniaquement. Je me suis assise, sortant la carte mémoire de la caméra, pour l'insérer dans le lecteur portable que je gardais dans la boîte à gants pour les assurances. L'écran s'est allumé, projetant une lueur blafarde sur mon visage. J'ai fait défiler les fichiers, vide. Le dossier de la semaine, vide. Le dossier du mois, vide. J'ai froncé les sourcils. Louis Marchand, l'homme qui vérifiait la pression de ses pneus chaque dimanche matin, l'homme qui avait fait installer cette caméra à haut de gamme parce qu'il ne faisait pas confiance aux autres conducteurs, avait roulé pendant des mois sans enregistrer une seule seconde de trajet. C'était impossible, c'était contraire à son ADN. Une panne? Non, le voyant fonctionnait. La carte n'était pas corrompue, elle avait été formatée, récemment. Et plusieurs fois. Un frisson m'a parcouru, plus glacial que l'air du garage. Effacer ses traces, c'était la seule explication qui tenait debout. Si la caméra ne filmait rien, c'est parce qu'il ne voulait pas qu'elle filme. Parce que les endroits où il allait, les conversations qu'il avait dans cet habitacle feutré, ne devaient jamais être vues ni entendues par moi. J'ai remis la carte en place, mes doigts tremblant légèrement. J'ai refermé la portière avec une douceur infinie pour ne pas faire claquer le mécanisme. En remontant vers la chambre, chaque pas me semblait plus lourd. Le doute, qui n'était qu'une petite épine il y a 10 minutes, était en train de devenir une plante vénéneuse, étendant ses racines dans mon estomac. De retour dans la chambre, Louis dormait toujours, profondément, le visage détendu d'un homme qui a la conscience tranquille, ou qui est un excellent acteur. Je me suis tenue au pied du lit, le regardant. J'ai vu mon téléphone posé sur ma table de nuit, et juste à côté, le sien. Un modèle dernier cri, coque en cuir noir, sobre, élégant, comme lui. Je me suis approchée. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. J'ai pris son téléphone. L'écran s'est allumé affichant l'heure, 03h18. Le fond d'écran était toujours là, une photo de nous deux dans les champs de lavande de Valensole, il y a 3 ans. Nous rions, le vent dans nos cheveux, l'image parfaite du bonheur conjugal. Cette photo était mon bouclier, ma preuve que tout allait bien. Mais ce soir, elle me semblait être une relique d'un temps révolu. J'ai tapé le code, 1508, mon anniversaire. Le téléphone s'est déverrouillé sans résistance. C'était sa défense ultime, je le comprenais maintenant. La transparence apparente. Regarde, je n'ai rien à cacher, tu as même le code. C'est le meilleur camouflage pour un menteur. Se cacher en pleine lumière. J'ai ouvert WeChat, l'application qu'il utilisait pour ses contacts internationaux et certains clients. La liste des discussions récentes était banale. Des collègues, notre groupe familial, quelques amis communs, rien qui ne sorte de l'ordinaire. J'ai fait défiler, cherchant une anomalie, un nom que je ne connaissais pas. Rien. J'allais reposer l'appareil, me disant que je devenais paranoïaque, que l'insomnie me jouait des tours, quand une notification silencieuse est apparue en haut de l'écran, juste une fraction de seconde avant de disparaître. Quelqu'un venait de liker une ancienne photo sur son profil. J'ai cliqué sur la notification. Le nom s'est affiché, Clémence 318. Clémence, un prénom classique, doux, mais ce 3-18, c'était une date. Le 18 mars, une date d'anniversaire probablement. J'ai cliqué sur le profil pour ouvrir la fenêtre de discussion. Vide, pas un seul message, pas un bonjour, pas un emoji, pas un lien partagé. Rien. Pourtant, ils étaient amis. Pourtant, elle likait ses photos à 3 heures du matin. Je suis restée fixée sur cet écran blanc, le vide abyssal de cette conversation. Et puis, j'ai remarqué le petit détail, celui qui a fait basculer mon monde. Juste à côté de son nom, une petite icône grise en forme de lune. Le mode « ne pas déranger ». Pourquoi mettre en sourdine une conversation qui n'existe pas? Pourquoi empêcher les notifications d'une personne avec qui on n'échange jamais? Parce qu'on échange tout le temps. Parce qu'on supprime les messages au fur et à mesure. Et parce qu'on a peur qu'un message n'arrive au mauvais moment, quand l'écran est tourné vers sa femme. 3:18. Je regardais l'heure. Il était 03h20. C'était maintenant. C'était son heure à elle. Elle. Soudain, le matelas a bougé. Louis s'est retourné, grognant un peu, et a ouvert les yeux. Dans la pénombre, son regard a accroché la lueur de l'écran que je tenais. Il n'a pas sursauté. Il n'a pas paniqué. Il a juste cligné des yeux, lentement, et un sourire ensommeillé s'est dessiné sur ses lèvres. « Élise, qu'est-ce qu'il y a ?» a-t-il murmuré, la voix rauque. Je me suis figée, le téléphone brûlant mes doigts. J'ai eu envie de crier, de lui jeter l'appareil au visage, de lui demander qui était cette Clémence et pourquoi il avait un cœur dessiné sur le dos.
Mais quelque chose m'a retenue. Une intuition. Si je criais maintenant, il nierait. Il inventerait une histoire. Une collègue, une erreur, une blague de bureau. Il était intelligent, bien plus rapide que moi pour les mots. Si je voulais la vérité, je ne devais pas l'effrayer. Je devais l'observer. J'ai posé le téléphone sur la table de nuit, doucement. « Rien ?» dis-je, ma voix étonnamment calme. « J'ai juste cru entendre ton réveil. Je voulais l'éteindre pour ne pas qu'il sonne. Je me suis trompée d'heure. » Louis a émis un petit rire bas, un son qui vibrait dans sa poitrine. Il a tendu le bras, m'attrapant par la taille pour me tirer contre lui. J'ai senti la chaleur de son corps, cette chaleur qui, il y a quelques heures encore, était mon refuge, et qui me semblait maintenant être celle d'un étranger. « Tu es mignonne quand tu es jalouse, tu sais ?» chuchota-t-il contre mes cheveux. « Tu fouillais, hein, fouille-le. Ah oh, non. Si, tu fouillais. » Il m'embrassa le front. « Mais tu sais que tu peux, je n'ai rien à cacher. Je suis un livre ouvert pour toi, ma chérie. Allez, viens dormir, tu as les mains gelées. » Il a ramené la couette sur nous, m'emprisonnant dans une étreinte protectrice. Je suis restée là, rigide, les yeux grands ouverts dans le noir. Il pensait avoir gagné. Il pensait que sa petite démonstration de calme avait dissipé mes doutes. Il pensait que j'étais la douce Élise, celle qui ne voyait pas le mal. Mais il avait tort. Ce soir, dans cette chambre, Élise, l'épouse confiante, était morte. Et une autre femme venait de naître, une femme qui allait regarder, écouter et attendre. Le lendemain matin, la cuisine était baignée de soleil. L'odeur du café fraîchement moulu et du pain grillé remplissait l'espace. Une mise en scène parfaite d'un dimanche matin idéal. Louise était déjà debout, vêtue de sa chemise blanche impeccable, les manches retroussées, sur ses avant-bras musclés. Il sifflotait en beurrant des tartines. Quand je suis entrée, il s'est tourné vers moi avec ce sourire radieux qui avait fait tomber tant de barrières par le passé. Il a sorti son téléphone de sa poche et l'a fait glisser sur le comptoir de marbre vers moi ici, mais comme un croupier distribuant une carte gagnante. « Astinteto » dit-il joyeusement. « Puisque tu étais curieuse cette nuit, regarde, lis tout. Mail, message, journal d'appel. Je te donne même 5 minutes avant que mon toast ne refroidisse. » C'était un coup de maître, une audace calculée. Il savait que si je le prenais, je passais pour la femme hystérique et méfiante. Si je refusais, je validais sa confiance, et je me sentais coupable d'avoir douté. C'était de la manipulation pure, déguisée en amour. Je n'ai pas regardé le téléphone. J'ai marché vers le frigo, sortant une bouteille de lait. Bouteille de lait. Arrête tes bêtises, Louis. Je t'ai dit que je m'étais trompée d'heure. Je me suis approchée de lui, une boule de coton imbibée de bétadine à la main, que j'avais préparée en cachette dans la salle de bain. Par contre, tourne-toi. Je vais quand même désinfecter ce bouton dans ton dos. Si ça s'infecte, tu vas encore te plaindre pendant 1 semaine. Le sourire de Louis s'est figé, une fraction de seconde. Juste assez pour que je le voie. Il a fait un pas de côté, esquivant ma main avec une fluidité presque chorégraphiée. « Non, non, ça va », dit-il, un peu trop fort. Il a attrapé sa tasse de café, l'utilisant comme bouclier. « C'est presque guéri, ça a séché cette nuit. Pas besoin de m'en remettre, ça va tacher ma chemise. Juste un peu, Louis. » J'ai dit non, chérie. Son ton était devenu plus sec, tranchant. Il a vu mon regard et a adouci sa voix immédiatement. « Sérieusement, ça va. Allez, mange, ça va refroidir. » Il a poussé l'assiette d'œufs brouillés vers moi, détournant l'attention. J'ai pris ma fourchette. Les œufs avaient le goût de la cendre. Ils protégeaient son dos comme on protège un secret d'État. Il ne voulait pas que j'efface le cœur. Il ne voulait pas que j'efface la trace d'elle. Au fait, dis-je en piquant un morceau de pain, je prends ta voiture aujourd'hui. J'ai rendez-vous pour mon contrôle ophtalmo, et la mienne fait un bruit bizarre. Bien sûr, prends-la, répondit-il sans hésiter. Sois prudente. Ici, je prendrai un Uber. Il m'a embrassé sur la joue, a pris sa mallette et est sorti. J'ai attendu que la porte se referme. J'ai attendu d'entendre le clic de la serrure. Puis, je me suis levée, j'ai jeté mon petit déjeuner intact à la poubelle et j'ai pris les clés de la voiture. Direction le concessionnaire. Je devais remplacer cette caméra. Je devais voir ce qu'il voyait. Sur la route, j'ai composé le numéro de ma sœur, Renée. Renée Fallet était mon opposée. Là où j'étais calme et réservée, elle était volcanique et pragmatique. Elle n'avait jamais vraiment aimé Louis, le trouvant trop lisse pour être honnête. « Allô, Élise ?» Sa voix était rapide, énergique. « Renée, j'ai dû faire un effort pour que ma voix ne tremble pas. J'ai besoin de toi, je crois. Je crois que Louis a une maîtresse. » Il y a eu un silence au bout du fil. Pas un silence de choc, mais un silence de réflexion. Puis, un petit rire sec, sans joie. « Louis ? Le Saint-Louis ? Tu en es sûr ? Non, mais il y a des signes, des trucs bizarres. Son dos, son téléphone, la caméra de la voiture effacée. » Renée a soupiré. Je l'imaginais, assise dans son bureau d'avocate,
faisant tourner son stylo entre ses doigts. D'accord, écoute-moi, ne lui dis rien, ne fais pas de scène. Si tu l'attaques sans preuve, il va te retourner le cerveau et c'est toi qui finiras par t'excuser. On va le coincer, ce salaud. Je vais passer quelques coupes de fil. On va voir qui est cette fille. Je ne veux pas que tu aies raison, René, ai-je murmuré, les larmes me piquant enfin les yeux. Je veux tellement que tu aies tort. Moi aussi, ma puce. Mais prépare-toi. Quand les masques tombent, c'est rarement beau à voir. J'ai raccroché. J'étais arrivé au garage 4S. J'ai regardé dans le rétroviseur. Mes yeux, que j'avais soignés avec tant de peine ces derniers mois, me renvoyaient un regard que je ne reconnaissais pas. C'était un regard froid, calculateur, un regard de chasseresse. La nouvelle caméra a été installée en 20 minutes. L'objectif noir et brillant fixait la route, mais aussi l'habitacle vide. C'était mon œil désormais, un œil qui ne clignerait pas, un œil qui ne dormirait pas. J'ai démarré le moteur. Le ronronnement puissant de la voiture a vibré dans mes mains. La guerre silencieuse avait commencé. Je suis arrivé au siège de notre entreprise, l'architecture de demain, peu après 10 heures. Cela faisait 6 mois que je n'avais pas mis les pieds ici. 6 mois de convalescence après mon opération de la rétine. 6 mois à vivre dans la pénombre de notre maison. Laissant Louis gérer seul l'empire que nous avions bâti ensemble, brique par brique. Le bâtiment de verre et d'acier se dressait fièrement dans le quartier d'affaires de la Part-Dieu. En le regardant, j'ai ressenti une pointe de nostalgie mêlée d'amertume. C'était mon bébé autant que le sien, peut-être même plus. C'était moi qui avais dessiné les premiers plans sur la table de notre cuisine quand nous n'avions rien. C'était moi qui avais convaincu les banques. Et aujourd'hui, je me sentais comme une visiteuse, une étrangère franchissant le seuil de sa propre maison. « Madame Marchand, quel plaisir de vous revoir. Vos yeux vont mieux ?» La réceptionniste, une nouvelle que je connaissais à peine, m'a accueillie avec un sourire professionnel trop large. J'ai hoché la tête derrière mes lunettes de soleil teintées. « Beaucoup mieux, merci. Louis est dans son bureau ? » ?»« Oui, mais il est en réunion avec l'équipe technique. Je peux le prévenir si vous voulez. »« Non, ne le dérangez pas. Je vais l'attendre en haut. Je veux lui faire la surprise. » L'ascenseur m'a emporté vers le dernier étage dans un silence feutré. Mon cœur battait un rythme lourd, irrégulier. Je n'étais pas là pour travailler, j'étais là pour chasser. Le bureau de Louis était vide. La grande baie vitrée offrait une vue imprenable sur Lyon. Mais mon regard a été immédiatement attiré par son bureau en chêne massif. C'était un espace que je connaissais par cœur, toujours ordonné, minimaliste. Mais aujourd'hui, un détail juré, avec l'esthétique rigoureuse de mon mari. Posé sur un sous-main en cuir, 2 gobelets en carton. L'un était vide, écrasé. L'autre, encore à moitié plein, dégageait une odeur tiède de caféine et de caramel. J'ai froncé les sourcils. Louis détestait le café. Il disait toujours que cela lui donnait des palpitations et tachait les dents. Il ne buvait que du thé vert, importé du Japon, préparé à une température précise. Depuis quand mon mari buvait-il du café au caramel ? Je me suis approchée. Sur le carton beige des gobelets, un logo élégant était estampillé en vert sauge, une tasse fumante stylisée, entourée d'une couronne de laurier, et en dessous, en lettres cursives délicates, Horizon Café, chez Clémence. Clémence. Le prénom m'a frappé comme une gifle physique. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes talons. Clémence 318. Le contact muet de la nuit dernière, le cœur dessiné à l'éosine. Et maintenant, ce café. J'ai pris le gobelet encore plein, il était encore chaud. Il n'avait pas été acheté par une assistante, il n'avait pas été livré. Quelqu'un l'avait apporté, ou il était allé le chercher lui-même très récemment. J'ai porté le gobelet à mes lèvres, juste pour sentir. Une odeur écœurante de sirop de vanille et de lait d'amande. Une boisson de jeune fille, pas celle d'un architecte de 40 ans. J'ai reposé le gobelet exactement là où il était. Je ne voulais rien déranger. Je voulais voir la source. Je suis ressortie du bureau avant que la réunion de Louis ne se termine. J'ai croisé son assistante, Madame Dupont, dans le couloir. Elle a sursauté en me voyant. « Oh, Madame Marchand, Monsieur ne m'avait pas dit que vous passiez. » Elle semblait nerveuse, trop nerveuse. « C'est une visite impromptue, Solange. Dites-moi, c'est nouveau ce café en bas ?» Elle a cligné des yeux, regardant nerveusement vers la porte fermée de la salle de réunion. Oui, ça a ouvert il y a 3 mois. C'est très populaire. » « Je vois. Louis y va souvent ?»« Monsieur ?» Elle a hésité, triturant le collier de perles à son cou. « De temps en temps. Pour les rendez-vous clients, vous savez. C'est plus convivial. Bien sûr, convivial. » Je lui ai adressé un sourire qui ne montait pas jusqu'à mes yeux et j'ai repris l'ascenseur, direction le rez-de-chaussée. Le Horizon Café occupait un local commercial
juste au pied de notre immeuble. La devanture était charmante, décorée de plantes vertes et de bois clairs, une bulle de douceur, bobo chic, au milieu de la froideur du quartier d'affaires. J'ai poussé la porte. Une clochette a tinté joyeusement. L'intérieur sentait le grain torréfié et la pâtisserie chaude. C'était accueillant, chaleureux, trop chaleureux. Derrière le comptoir, une jeune femme était occupée à préparer un latte art complexe. Elle devait avoir 24 ou 25 ans. Elle portait une longue robe en coton blanc, fluide, qui soulignait une silhouette fine et fragile. Ses cheveux, d'un châtain doré, tombaient en cascade jusqu'au bas de son dos, ondulant légèrement à chaque mouvement. Elle a relevé la tête en m'entendant entrer. Son visage était angélique, il n'y a pas d'autre mot. De grands yeux de biche, une peau de porcelaine sans une trace de maquillage, une bouche naturellement rosée. Elle rayonnait d'une innocence qui donnait envie de la protéger, ou de la détruire. « Bonjour, bienvenue !» Sa voix était douce, chantante. J'ai senti une boule de glace se former dans mon estomac. Elle était tout ce que je n'étais plus. J'étais la femme d'affaires, la bâtisseuse, celle qui portait des tailleurs structurés et dont le visage portait les marques de la fatigue et des responsabilités. Elle était la légèreté, l'évasion, le repos du guerrier. Je me suis approchée du comptoir, mes yeux scannant chaque détail comme un radar. Sur le mur derrière elle, encadré avec fierté, un certificat de formation de barista. Le nom était écrit en calligraphie noire. Clémence Duval, c'était elle. « Bonjour », dis-je, ma voix parfaitement maîtrisée. « Un café noir, s'il vous plaît. Et je vais m'installer un moment. Bien sûr, installez-vous où vous voulez. Je vous apporte ça. » J'ai choisi une table dans un coin, légèrement en retrait, d'où je pouvais observer le comptoir sans être trop visible. J'ai sorti mon téléphone. Mes mains tremblaient, légèrement, non de peur, mais d'une rage froide qui montait en moi. J'ai ouvert Instagram. J'ai tapé Clémence Duval dans la barre de recherche, filtrant par localisation Lyon. Son profil est apparu presque immédiatement. C'était un compte public, soigneusement curé. Clémence D. La photo de profil était celle de la fille au comptoir, riante aux éclats, une fleur dans les cheveux. J'ai commencé à faire défiler les photos. Des tasses de café, des couchers de soleil, des citations inspirantes sur l'amour et le destin. C'était banal, terriblement banal. Jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo postée il y a 2 semaines. La miniature montrait une étagère en bois sombre, éclairée par des LED douces. J'ai appuyé sur lecture. La caméra balayait une collection impressionnante de figurines d'architecture, des modèles réduits de bâtiments célèbres en édition limitée. La voix de Clémence, en voix off, disait avec un rire léger « Regardez ça, ma collection s'agrandit. C'est fou comme ces petites bouts de plastique peuvent être beaux quand on connaît leur histoire. Merci à mon mécène personnel qui me gâte trop. Il reste encore de la place sur l'étagère du AO. Chérie, si tu m'écoutes, tu sais ce qu'il te reste à faire. » J'ai mis la vidéo en pause, zoomant sur l'une des figurines. Le Chrysler Building, édition 1930 en laiton. Je connaissais cette figurine. Louis l'avait cherchée pendant 2 ans pour notre anniversaire de mariage, avant de me dire qu'elle était introuvable. Il m'avait menti. Il l'avait trouvée. Et il l'avait donnée à cette fille. J'ai senti les larmes monter, chaudes et acides, mais je les ai ravalées. Pas ici. Pas devant elle. J'ai continué à scroller, descendant vers les posts les plus récents. Et là, tout en haut de la liste, une vidéo postée ce matin même, il y a quelques heures, à peine. La vidéo montrait une petite cuisine, pas celle du café, mais probablement celle de son appartement. Une casserole fumait sur le feu. On y voyait une main remuée, une soupe verdâtre. La légende disait « Mon homme a le dos qui bourgeonne avec cette chaleur. Potion magique de grand-mère. Soupe de haricots mango pour détoxifier tout ça. Il faut prendre soin de ceux qu'on aime. Mon homme. Le dos qui bourgeonne. J'ai revu le dos de lui. Le bouton, le cœur à l'éosine. Ce n'était pas juste une aventure sexuelle, c'était pire. C'était du soin. C'était de l'intimité domestique. Elle lui faisait la cuisine. Elle le soignait. Elle jouait à la petite épouse parfaite pendant que je gérais les factures, les problèmes oculaires et la froideur de notre lit conjugal. Le bébé sur son dos, c'était elle. Le Clémence du téléphone, c'était elle. Les cafés sur le bureau, c'était elle. Tout était là, sous mes yeux. Mon téléphone a vibré dans ma main, me faisant sursauter. C'était Louis. J'ai pris une profonde inspiration, composant mon visage, lissant mentalement les rides de colère sur mon front. J'ai décroché. « Allô, chérie ? Élise ?» La voix de Louis était tendue, un peu essoufflée. « Solange me dit que tu es passée au bureau. Je sors juste de réunion, je ne t'ai pas vue. Tu es où ? Tu es partie ?» J'ai laissé passer un silence de 2 secondes, juste assez pour l'inquiéter. « Non, je ne suis pas partie, » répondis-je doucement. « J'avais envie d'un café. Je t'attends en bas. »
En bas? Sa voix a monté d'un octave. Tu veux dire dans le hall? Non, au nouveau café, l'horizon. C'est charmant ici, Louis. Tu ne m'avais jamais dit qu'on avait une telle perle juste sous nos bureaux. À l'autre bout du fil, le silence était total. Je pouvais presque entendre les rouages de son cerveau tourner à toute vitesse, cherchant une issue, une excuse, un moyen d'éviter la collision. Ah, oui, c'est sympa, bafouilla-t-il enfin. Mais écoute, chérie, ne reste pas là, remonte. On va aller déjeuner dans un vrai restaurant. Je connais un super italien pas loin. Je suis déjà assise, Louis, et j'ai commandé, descends de me rejoindre, sauf si tu as quelque chose de plus important. Il était piégé. S'il refusait, c'était suspect. S'il venait, il devait jouer la comédie devant sa femme et sa maîtresse en même temps. C'était le test ultime. J'arrive, dit-il sèchement, avant de raccrocher. J'ai posé le téléphone sur la table, en bois brut. Clémence est arrivée à ce moment-là, avec mon café noir. Elle a apposé la tasse avec un sourire lumineux. « Et voilà pour vous, madame. Vous désirez autre chose? Une pâtisserie peut-être? Nos cookies au matcha sont excellents. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ses yeux étaient clairs, limpides. Elle ne savait pas qui j'étais. Pour elle, je n'étais qu'une cliente riche, une femme d'affaires anonyme. Cette ignorance me donnait un pouvoir immense. « Non merci, mademoiselle Duval, » dis-je en lisant son nom sur son badge imaginaire. « J'attends mon mari. Il travaille juste au-dessus. »« Ah, c'est gentil de passer le voir. C'est important de prendre des pauses ensemble. »« Oui, très important. Surtout quand on a tendance à s'éloigner, n'est-ce pas ?» Elle a incliné la tête, un peu confuse par ma remarque, mais a gardé son sourire professionnel. « Tout à fait. Je vous laisse tranquille. » Elle est retournée derrière son comptoir, se remettant à essuyer des verres. Je l'ai observée. Elle chantonnait. Elle était heureuse. Elle vivait dans un conte de fées, où elle était la princesse et Louis le prince charmant incompris. Je n'étais que la méchante sorcière, l'obstacle invisible. 10 minutes ont passé. 10 longues minutes où j'ai bu mon café noir, amer comme ma vie actuelle. Enfin, la porte s'est ouverte. Louis est entré. Il avait l'air calme en apparence, mais je connaissais ses tics. Il ajustait sa cravate trop souvent. Ses yeux balayaient la pièce frénétiquement. Dès qu'il a franchi le seuil, le visage de Clémence s'est illuminé comme un arbre de Noël. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose, peut-être « bonjour chérie » ou « encore toi », mais le regard de Louis la foudroyait sur place. C'était un regard d'avertissement, froid, dur, un regard que je ne lui connaissais pas. Clémence s'est figée, son sourire se fanant instantanément. Elle a compris. Il y avait quelqu'un. Elle a baissé les yeux, se faisant toute petite derrière sa machine à expresso. Louis s'est dirigé vers moi, enjambant l'espace comme s'il traversait un champ de mine. « Tu es là », dit-il en arrivant à ma table. Il s'est penché pour m'embrasser, mais ses lèvres étaient sèches. Je t'avais dit de monter, c'est bruyant ici. Je trouve ça très calme au contraire, répondis-je en le fixant. Assieds-toi 2 minutes. Il s'est assis au bord de la chaise, prêt à bondir. Je n'ai pas beaucoup de temps. Élise, j'ai une autre réunion dans 20 minutes. Toujours aussi occupée, soupirai-je. Dis-moi, tu connais la patronne? J'ai pointé Clémence du menton. Louis n'a même pas tourné la tête. De vue, je viens prendre un café parfois. Pourquoi? Elle a l'air très jeune et très serviable. Je me suis tournée vers le comptoir et j'ai levé la main. Mademoiselle, excusez-moi. Clémence a sursauté. Elle a levé les yeux vers nous. Elle a vu Louis assis en face de moi. Elle a vu nos alliances. Elle a vu la réalité qui s'écrasait sur son petit monde rose. Elle s'est approchée, les mains serrées devant son tablier, pâle comme un linge. Oui, madame? Sa voix tremblait. Louis fixait la table, une veine battant sur sa tempe. Il ne la regardait pas. Il la reniait. C'était cruel. Et c'était satisfaisant. Je me demandais, dis-je d'une voix forte et claire pour que tout le café entende. Est-ce que vous servez de la soupe de haricots mungo ici? Le silence est tombé. Clémence a écarquillé les yeux, comme si je venais de la gifler. Pardon? De la soupe de haricots mungo, pour la détox. Mon mari a des problèmes de peau dans le dos en ce moment, un bouton qui ne part pas. J'ai entendu dire que c'était radical. Comme vous avez l'air de vous y connaître en bien-être. Clémence est devenue écarlate. Elle a jeté un regard désespéré vers Louis, cherchant de l'aide, un signe, n'importe quoi. Mais Louis restait de marbre, tournant sa cuillère dans une tasse vide imaginaire. « Non, madame, nous ne servons pas ça. C'est un café, balbutia-t-elle, les larmes aux yeux. Quel dommage, dis-je en me levant. J'aurais juré que c'était la spécialité de la maison pour les clients, privilégiés. J'ai attrapé mon sac à main. Allez, Louis, tu as raison. Allons déjeuner ailleurs. L'air est un peu étouffant ici finalement. Louis s'est levé précipitamment, trop heureux de fuir. Il n'a pas dit au revoir à Clémence. Il ne l'a même pas regardée.
Il est passé devant elle comme si elle s'était un meuble. En sortant, je me suis retournée une dernière fois. Clémence était debout, au milieu de son café, seule, humiliée, regardant l'homme qu'elle aimait partir avec sa femme, sans un regard en arrière. Dans la rue, le soleil était aveuglant. Louis marchait vite, quelques pas devant moi. « Pourquoi tu as demandé ça, cette histoire de soupe ?» lâcha-t-il soudain, agressif. « Tu es bizarre aujourd'hui, Élise. »« Je m'intéresse à ta santé, c'est tout, » répondis-je calmement. « Et à ton dos. » Nous sommes montés dans sa voiture pour aller au restaurant. L'habitacle était silencieux. J'ai regardé le tableau de bord. La nouvelle caméra que j'avais fait installer clignotait doucement. Le premier acte était terminé. J'avais vu l'ennemi. J'avais vu la lâcheté de mon mari. Mais ce n'était que le début. La trahison ne fait pas de bruit quand elle commence. Elle s'infiltre comme l'eau dans les murs. Mais maintenant, l'inondation était inévitable. Au restaurant, Louise était sur son téléphone. Il envoyait des messages frénétiques sous la table. Je savais à qui. Il essayait de réparer les dégâts. Il essayait d'expliquer l'inexplicable à sa bébé. J'ai pris mon propre téléphone, j'ai ouvert l'application de messagerie interne de mon entreprise, j'ai cherché le service administratif. De Élise Laurent, cofondatrice, à Service Achats Objets, commande cadeau de fin d'année. Bonjour, je viens d'apprendre que nous envisageons de commander les paniers garnis chez Horizon Café. Veuillez annuler ce projet immédiatement. Je veux que nous passions par un prestataire de prestige. Nos employés méritent l'excellence, pas de l'amateurisme de quartier. Merci de me faire valider la nouvelle liste personnellement. Ils ont s'est passionné et demande en juillet, j'ai appuyé sur envoyer. Louis a levé la tête, ayant senti mon changement d'humeur. Tu souris? Demanda-t-il, suspicieux. Je pense juste au travail, dis-je en coupant ma viande. Il est temps que je reprenne les choses en main. J'ai laissé trop de choses aller à volo pendant mon absence. Il a dégluti difficilement. Il ne savait pas à quel point j'avais raison. Le repas s'est terminé dans un simulacre de normalité. Mais en rentrant chez nous ce soir-là, je savais que la maison n'était plus un foyer. C'était un champ de bataille, et je venais de tirer le premier coup de canon. L'après-midi s'était tiré dans une lenteur agonisante. Après avoir déposé Louis au bureau, je suis rentrée seule dans notre grande maison vide de la banlieue lyonnaise. J'ai jeté les clés de la voiture sur le guéridon de l'entrée. Le bruit métallique a résonné contre les murs, seul écho dans ce mausolée de marbre et de verre. J'ai monté les escaliers vers notre chambre. J'avais besoin de me laver. J'avais l'impression que l'odeur du mensonge collait à ma peau, une pellicule grasse et invisible que même l'eau la plus chaude peinait à dissoudre. Sous la douche, j'ai frotté mon corps jusqu'à ce qu'il devienne rouge, mais le froid intérieur persistait. En sortant de la salle de bain, enroulé dans un peignoir, mon téléphone a sonné. C'était Renée, ma sœur, mon alliée, mais aussi celle qui allait, je le savais, confirmer mes cauchemars. J'ai reçu le dossier « Élise », dit-elle sans préambule. Sa voix était grave, dépouillée de son habituel sarcasme. Je me suis assise sur le bord du lit, serrant le combiné. « Dis-moi tout, ne m'épargne rien. »« D'accord, accroche-toi. » J'entendis le bruissement de papier qu'on tourne. Clémence Duval, 24 ans. Ancienne étudiante en histoire de l'art, reconvertie en barista. Son café, l'Horizon, est officiellement à son nom, mais... Devine qui est le garant du bail? Je fermai les yeux. Louis. Gagné. Louis Marchand. Et ce n'est pas tout. Le capital de départ, un virement de 50 000 € provenant d'un compte offshore au Luxembourg. Tu te souviens de ce voyage d'affaires qu'il a fait il y a 2 ans pour optimisation fiscale? Eh bien, voilà l'optimisation. Il a financé son rêve à elle avec l'argent que vous avez gagné ensemble. Un rire nerveux m'a échappé. C'était tellement grotesque. Pendant que je comptais chaque centime pour les investissements de notre entreprise, pendant que je renonçais à changer ma voiture, il jouait au mécène pour une gamine qui savait dessiner des cœurs dans la mousse de lait. Il y a autre chose, continua Renée, sa voix devenant plus dure. Ce soir, il y a une vente aux enchères privées à l'hôtel Carlton, une vente de grands crus de café et d'accessoires de collection. Le lot phare et puis le phare et le Panama Nido 7, un café rarissime. Et alors? Louis déteste le café. Oui, mais Clémence l'adore. Elle en parle sur son blog depuis des semaines. Elle dit que c'est le Graal pour son établissement. J'ai vérifié la liste des invités. Clémence Duval est inscrite. Et son +1 est enregistré sous le nom de Monsieur Elle Marche. Pas très subtil. Je regardais l'heure. 17h30. Louis allait bientôt rentrer pour se changer. Il m'avait envoyé un message 1 heure plus tôt. Réunion tardive avec des investisseurs japonais ce soir. Je ne dînerai pas à la maison. Ne m'attends pas. Je t'aime. Investisseurs japonais, bien sûr. Merci Renée, dis-je doucement. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux que je vienne?
Je peux être là en 20 minutes avec une batte de baseball si tu veux. Non, pas de violence. Pas encore. Je veux voir. Je veux voir jusqu'où il est capable d'aller pour elle. Envoie-moi l'invitation. Je vais y aller. Élise, tu vas te faire du mal. J'ai besoin de savoir si mon mariage est juste malade ou s'il est déjà mort et enterré. Ce soir, ce sera l'autopsie. J'ai raccroché. 1 heure plus tard, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. Louise était rentrée. Il sifflotait, toujours ce sifflement insouciant qui me donnait désormais envie de hurler. Je suis descendue, vêtue d'une tenue d'intérieur simple, le visage démaquillé. Je jouais mon rôle. L'épouse fatiguée, la femme au foyer, qui attend sagement. « Bonsoir, mon chéri », dis-je en l'embrassant sur la joue. Il sentait le parfum de Clémence, une odeur florale, sucrée, qui se mélangeait à son eau de Cologne habituelle. C'était écœurant. « Bonsoir, je suis pressée, désolée. Ces Japonais sont très ponctuels, tu sais ce que c'est. » Il monta 4 à 4 les escaliers, se dirigeant vers le dressing. Je le suivis, m'appuyant contre le cadre de la porte. Je le regardais choisir sa tenue. Il ne prenait pas son costume gris habituel de travail. Non. Il sortit un smoking bleu nuit, celui qu'il avait porté pour le mariage de ma cousine, une tenue de gala. « Un smoking pour une réunion d'affaires » demandai-je innocemment. Il se figea une seconde, la main sur le cintre, puis se reprit avec une aisance terrifiante. « C'est un dîner de gala, en fait. À l'opéra. Très formel. Je t'aurais bien emmené, mais je sais que tu n'aimes pas ce genre de mondanité. Et avec tes yeux, les lumières sont fortes. Je voulais t'épargner ça. Ah, tu es si attentionné, Louis. » Il sourit, satisfait de son mensonge. Il commença à s'habiller. Je le regardais boutonner sa chemise blanche, ajuster ses bretelles. Il était beau. Il était toujours aussi beau qu'au premier jour. C'était là le drame. L'enveloppe était parfaite, mais l'intérieur était pourri. « Quelle cravate ?» demanda-t-il en hésitant entre une rouge et une noire. Je m'avançai. J'entrai dans son espace personnel. Je pris la cravate noire, un nœud papillon en soie. Celle-ci, elle te donne un air mystérieux, comme un homme qui a beaucoup de secrets. Je nouai le nœud papillon moi-même, mes doigts se effleurèrent à son cou. Je sentais son pouce battre sous la peau, rapide, excité. Il n'était pas nerveux de mentir, il était excité de la rejoindre. Il se préparait pour elle, il se faisait beau pour elle. « Merci », dit-il en m'embrassant distraitement sur le front. « Je ne rentrerai pas trop tard, dors bien. » Il attrapa ses clés de voiture et dévala les escaliers. J'entendis le moteur vrombir, puis s'éloigner dans la nuit. Je restai là, seule dans le dressing, entourée de ses vêtements, de son odeur. Je ne pleurais pas. Les larmes étaient finies. Une froideur métallique m'envahit, me raidissant la colonne vertébrale. Je me tournai vers ma propre penderie. J'écartai les tenues confortables que je portais depuis des mois. Je sortis une robe noire, une robe fourreau, simple, élégante mais létale. Une robe que je n'avais pas portée depuis avant ma maladie. J'enfilai des talons hauts, je me maquillai avec soin. Un teint pâle, des lèvres rouges sang, un regard charbonneux. Je n'allais pas là-bas en tant qu'épouse trompée. J'y allais en tant que juge. L'hôtel Carlton brillait de 1000 feux. Devant l'entrée, une file de voitures de luxe déposait des invités triés sur le volet. Je garai ma voiture un peu plus loin, dans une rue sombre, et marchai jusqu'à l'entrée. Le portier vérifia mon invitation électronique sur mon téléphone. « Merci, René. » Et s'écarta avec respect. La salle de vente était somptueuse. Des lustres en cristal immense, des murs tendus de velours pourpre, une odeur de bois ciré et de parfums coûteux. La salle était déjà bondée. Il y avait là le gratin lyonnais, des collectionneurs, des restaurateurs étoilés. Je me glissai dans le fond de la salle, restant dans la pénombre des colonnes. Je n'avais pas besoin d'être au premier rang. Je scannai la foule. Il ne me fallut que quelques secondes pour les trouver. Ils étaient au 3e rang, côté allée. Louise était là, resplendissant dans son smoking bleu nuit, et à côté de lui, Clémence. Elle ne portait pas sa robe en coton blanc de cet après-midi. Elle portait une robe de soirée argentée, dos nu, qui scintillait à chaque mouvement. Elle avait relevé ses cheveux, dégageant une nuque gracile ornée d'un collier de diamants fins. Un collier que je ne connaissais pas, un autre cadeau du mécène. Ce qui me frappa le plus, ce n'était pas leur beauté, c'était leur attitude. Louis ne se cachait pas. Ici, dans cet univers privilégié, loin de nos cercles habituels, il se sentait en sécurité. Il avait son bras posé sur le dossier de la chaise de Clémence, ses doigts effleurant distraitement son épaule nue. Ils se parlaient à l'oreille, riant doucement. Il y avait une complicité terrifiante entre eux. Ce n'était pas la tension sexuelle brute d'une aventure d'un soir. C'était l'intimité d'un couple établi. Ils commentaient le catalogue, se montraient des choses du doigt, partageant un monde dont j'étais exclue. J'ai vu Clémence prendre la main de Louis et la poser sur sa cuisse, sous la table.
Louis ne l'a pas retirée. Il l'a serrée. J'ai senti une nausée violente monter en moi. C'était donc ça. Il ne couchait pas seulement avec elle, il vivait avec elle. Il l'emmenait dans le monde, il lui offrait la vie que nous aurions dû avoir si je n'avais pas été trop occupée à construire notre empire, trop occupée à être malade. La vente commença. Le commissaire-priseur, un homme à la voix de baryton, fit monter les enchères sur des lots mineurs, des machines à expresso vintage, des services en porcelaine de Limoges. Louis et Clémence regardaient Amchonnet, amusés mais n'enchérissaient pas, n'enchérissaient pas. Ils attendaient, puis le moment arriva. Mesdames et messieurs, voici le lot numéro 42, le joyau de cette soirée. Un sac de 5 kilos de café Panama Nido 7, récolte spéciale. Une rareté absolue. Mise à prix, 2000 €. Un murmure parcourut la salle. Clémence se redressa sur sa chaise, ses yeux brillants d'excitation. Elle chuchota quelque chose à Louis, joignant les mains comme une enfant qui supplie. Louis lui sourit. Ce sourire indulgent, protecteur, ce sourire qu'il m'adressait autrefois. Il leva sa plaquette. 2100 €, annonça le commissaire-priseur. 3000, cria un homme au fond de la salle. Louis ne broncha pas. Il leva de nouveau sa plaquette. 3100 € pour monsieur au 3e rang. 4000. La bataille s'engagea. Clémence serrait le bras de Louis, excitée, presque tremblante. Elle vivait d'un rêve. Son homme se battait pour elle, jetant des milliers d'euros sur la table pour des grains de café, juste pour voir un sourire sur ses lèvres. 5000 €, lança Louis d'une voix forte, assurée. Le silence tomba dans la salle. 5000 € pour du café. C'était obscène. C'était le prix de notre voyage de noces. C'était plus que ce que ma mère touchait de retraite en 3 mois. Et il jetait cet argent sans cligner des yeux. 5000 € une fois, 5000 € 2 fois. Clémence se tourna vers lui et, dans un élan incontrôlé, l'embrassa sur la joue, juste au coin des lèvres. Un geste possessif, victorieux. Adjugé. Au monsieur au smoking bleu. Le marteau tomba, et avec un bruit sec, définitif. La salle éclata en applaudissements. Clémence rayonnait. Louis bombait le torse, fier comme un paon. Ils étaient les rois du monde. C'est à ce moment-là que je me suis levée. J'étais dans l'ombre, au fond. Je me suis avancée vers la lumière de l'allée centrale. Les applaudissements commençaient à s'estomper. J'ai commencé à applaudir. Lentement, clap, clap, clap. Mes mains frappaient l'une contre l'autre, avec une force sèche, un rythme brisé qui jurait, avec l'ambiance festive. Au début, personne ne remarqua, mais je continuais, seule, alors que les autres s'arrêtaient. Le son isolé de mes applaudissements résonna dans la salle devenue soudainement silencieuse. Les têtes commencèrent à se tourner vers moi. Les murmures s'élevèrent. Qui est-ce ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Je continuais d'avancer, lentement, mes talons claquant sur le parquet. Mes yeux étaient fixés sur une seule cible. La nuque de Louis, il sentit quelque chose. Le changement d'atmosphère. Le poids des regards qui se détournaient de lui pour regarder derrière lui. Il se figea. Son bras, qui entourait encore les épaules de Clémence, retomba lentement. Il se tourna. Nos regards se croisèrent. Le temps s'arrêta. Je vis la couleur quitter son visage. Je vis ses yeux s'écarquiller, passant de l'incompréhension à la terreur pure. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Il ressemblait à un poisson hors de l'eau, asphyxié par sa propre culpabilité. Clémence, sentant sa raideur, se tourna aussi. Elle me vit. Elle me reconnut, la dame du café, celle qui avait demandé de la soupe. Mais cette fois, elle vit autre chose. Elle vit la robe noire. Elle vit la puissance. Et elle comprit, en voyant le visage décomposé de Louis, qui j'étais vraiment. Sa main lâcha le bras de Louis comme s'il était brûlant. Elle se recula sur sa chaise, se faisant toute petite. Je ne dis rien. Je ne criai pas. Je ne fis pas de scandale. Je n'avais pas besoin de mots. Ma présence était la sentence. Je continuais de le fixer, mes mains arrêtant enfin leur battement ironique. Je laissais un sourire froid, presque imperceptible, étirer mes lèvres. Un sourire qui disait « Je t'ai vu, je sais tout. Et maintenant, tu m'appartiens. » Louis tenta de se lever. « Élise, » murmura-t-il, le mot se perdant dans le silence de la salle. Je ne lui laissai pas le temps de s'expliquer, de venir vers moi avec ses mensonges mielleux. Je fis demi-tour, un mouvement fluide de soie noire, et je marchai vers la sortie. Je sentais son regard dans mon dos. Je sentais la panique qui montait en lui. Il était coincé. Il ne pouvait pas me courir après et laisser Clémence seule au milieu de la salle avec la facture de 5000 €. Il ne pouvait pas rester assis et ignorer sa femme qui venait de le surprendre. Il était paralysé. Et c'était exactement ce que je voulais. Je sortis de l'hôtel, l'air frais de la nuit frappant mon visage. Je ne tremblais plus. Je me sentais étrangement légère. Le doute était mort. L'espoir était mort. Il ne restait plus que la guerre. Je montai dans ma voiture.
J'attrapai mon téléphone et changeai mon fond d'écran. La photo de nous deux, dans les lavandes, disparut. À la place, je mis un fond noir uni, le vide. Je démarrai le moteur. Dans le rétroviseur, je vis Louis sortir en courant de l'hôtel, échevelé, cherchant ma voiture du regard. Mais j'étais déjà loin. Il avait choisi de jouer. Il avait choisi de mentir. Très bien, Louis. Tu veux une double vie? Tu vas voir ce qu'il en coûte quand les deux mondes entrent en collision. Ce soir, Élise la douce était morte pour de bon. Demain, à l'aube, c'est le bourreau qui se réveillerait. Le retour à la maison fut une course-poursuite silencieuse. Je voyais les phares de la voiture de Louis dans mon rétroviseur, deux yeux jaunes et insistants qui tentaient de me rattraper, de me coller, comme il l'avait fait avec ses mensonges pendant des mois. Je ne ralentis pas. Je ne déviais pas. Je conduisais avec la précision mécanique d'un pilote automatique, mes mains crispées sur le volant, mes jointures blanches comme l'ivoire. Quand je suis entré dans l'allée de notre villa, les graviers ont crissé sous mes pneus. J'ai coupé le contact. Le silence de la nuit est retombé, lourd, presque palpable. Quelques secondes plus tard, Louis s'est garé derrière moi, bloquant ma sortie. Il est sorti de son véhicule en courant, oubliant de fermer sa portière, sa belle veste de smoking battant au vent comme les ailes d'un oiseau blessé. « Élise, attends !» Sa voix était essoufflée, paniquée. Il m'a rattrapée sur le perron juste au moment où j'insérais la clé dans la serrure. Sa main s'est posée sur mon épaule pour me forcer à me tourner vers lui. Je me suis retournée lentement. Mon visage était un masque de marbre. Pas une larme, pas un cri. Juste un vide terrifiant. « Lâche-moi, Louis !» Il a retiré sa main comme s'il s'était débrûlé, mais il est resté planté là, me bloquant le passage. Sous la lumière jaune du Porsche, il avait l'air hagard. La confiance arrogante qu'il affichait à la vente aux enchères s'était volatilisée. « Ce n'est pas ce que tu crois », commença-t-il, débitant la phrase classique du manuel du parfait adultère. « Tu as mal interprété la situation. C'est ridicule de partir comme ça. » J'ai haussé un sourcil, un geste minimaliste qui sembla le déstabiliser davantage que si je l'avais giflé. « Vraiment ? J'ai mal interprété le fait que mon mari achète pour 5 000 € de café à une jeune femme qu'il caressait sous la table ? Éclaire-moi, Louis. Quelle est la bonne interprétation ? » Il a passé une main nerveuse dans ses cheveux, cherchant une histoire, n'importe laquelle, pour colmater la brèche. C'est Clémence Duval, c'est la fille d'un gros prospect, un investisseur potentiel pour le projet Rive Gauche. Son père m'a demandé de la chaperonner ce soir, de lui faire plaisir. Elle est gâtée, capricieuse, elle voulait ce café. Je devais jouer le jeu pour le contrat. C'est du business, Élise. Tout ça, c'est pour nous, pour la boîte. Il me regardait droit dans les yeux, avec cette sincérité fabriquée qui m'avait séduite autrefois. Il y croyait presque. C'était là son talent. Il pouvait construire des réalités alternatives avec la même aisance qu'il dessinait des plans d'immeubles. « Et le bras autour de ses épaules ?» demandai-je doucement. « La main sur sa cuisse ? Ça aussi, c'était dans le contrat ? Une clause de proximité tactile ?» Il a rougi. Une teinte violacée qui est montée de son cou jusqu'à ses oreilles. Je la consolai. Elle était nerveuse pour les enchères. Tu vois le mal partout depuis ton opération, Élise. Tu deviens paranoïaque, tu restes enfermée ici toute la journée à ruminer. Et voilà le résultat. Tu t'imagines des scénarios de films. C'était le coup de grâce, l'inversion de culpabilité. C'était moi la folle, c'était moi la malade. Lui, il était le martyr qui se sacrifiait pour notre avenir. J'avais senti un rire monter dans ma gorge, un rire noir et acide, mais je l'ai ravalé. Je ne lui donnerai pas la satisfaction de me voir perdre le contrôle. Je suis fatiguée, Louis. Pousse-toi. Tu ne me crois pas ? Il avait l'air offensé maintenant. Après tout ce que j'ai fait pour toi, après avoir porté la société à bout de bras pendant que tu étais convalescente, tu me fais une scène pour un café ? J'ai ouvert la porte et je suis entrée. Je ne te fais pas de scène, Louis. Je vais me coucher. Dors dans la chambre d'amis. Je ne veux pas sentir ton parfum de business dans mes draps ce soir. J'ai refermé la porte sur son visage stupéfait. J'ai entendu un coup sourd contre le bois, peut-être son poing, suivi d'un juron étouffé. Puis, le silence. Je suis montée dans notre chambre. J'ai verrouillé la porte à double tour. Ce petit clic métallique a été le son le plus satisfaisant de ma soirée. Je me suis déshabillée, jetant ma robe noire sur le fauteuil. J'ai enfilé un vieux t-shirt, je me suis glissée sous la couette et j'ai fixé le plafond. Je ne dormais pas. Mon cerveau était en ébullition. Il pensait m'avoir eu avec son histoire d'investisseur. Il pensait que j'allais douter de ma propre santé mentale. Demain, il verrait que la paranoïaque était en réalité un stratège bien plus redoutable que lui. Le lendemain matin, je me suis levée avant l'aube. Louis dormait encore dans la chambre d'amis, ou peut-être faisait-il semblant. Je me suis préparée en silence. J'ai choisi un tailleur pantalon gris anthracite, une coupe stricte, architecturale.
J'ai lissé mes cheveux en un chignon bas impeccable. J'ai mis mes lunettes à monture noire. J'étais prête pour la guerre. Je suis arrivée au bureau à 7h30. Les femmes de ménage étaient encore là, passant l'aspirateur dans les couloirs déserts. Je suis entrée dans mon bureau, un espace que j'avais délaissé trop longtemps. La poussière s'était accumulée sur mes dossiers. J'ai allumé mon ordinateur. J'ai appelé le directeur financier, Monsieur Vasseur. « Marc, c'est Élise. Je sais qu'il est tôt. Je suis au bureau et j'ai besoin de vous tout de suite. » Marc Vasseur est arrivé 10 minutes plus tard. La cravate de travers, un café à la main, l'air inquiet. « Madame Marchand, il y a un problème, une urgence ? » « Asseyez-vous, Marc. » J'ai croisé les mains sur mon bureau. « Nous allons procéder à un audit interne, complet, immédiat. » Il a cligné des yeux, surpris. « Un audit ? Mais les commissaires aux comptes sont passés il y a 3 mois. Tout était en ordre. » « Je ne parle pas de comptabilité fiscale, Marc. Je parle de gestion des dépenses courantes. Je veux le détail de toutes les dépenses de Monsieur Marchand, sur les 24 derniers mois. Carte de crédit professionnelle, notes de frais, retraite d'espèces, virements intercomptes. Tout. » Marc a pâli. Il était loyal à Louis, c'était Louis qui l'avait embauché. « Madame, c'est délicat. Monsieur Marchand est le PDG. Je ne peux pas. Je suis la cofondatrice et l'actionnaire majoritaire à 51%, Marc. » L'ai-je coupé sèchement. Ma voix était tranchante comme une lame de rasoir. Avez-vous oublié qui a signé vos statuts ? Avez-vous oublié que c'est ma famille qui a apporté le capital initial de cette entreprise ? Il a dégluti difficilement. Non, madame, bien sûr que non. Alors ouvrez-moi l'accès, maintenant. Et Marc, si Louis apprend que nous avons cette conversation avant que je ne l'ai décidé, je considérerai cela comme une faute grave. Suis-je clair ? Ma cristal, madame. Il a tapé sur son ordinateur portable, ses doigts tremblant légèrement. Quelques instants plus tard, des tableurs Excel s'affichaient sur mon écran géant. Des colonnes de chiffres, des dates, des lieux. J'ai commencé à creuser. C'était pire que ce que je pensais. L'adultère coûte cher, très cher. J'ai vu les retraits d'espèces réguliers. 500 € par-ci, 800 € par-là, toujours le vendredi après-midi. De l'argent de poche pour ses week-ends secrets. J'ai vu les factures d'hôtel. Séminaire Bordeaux, conférence Nice. Je me souvenais de ces dates. Il m'appelait le soir en me disant qu'il était épuisé par les réunions. En réalité, il était au Negresco ou aux sources de Caudalie. Chambre double. Service d'étage, champagne, fraises, massage duo. Tout passait en frais de représentation. Et puis, il y avait les bijoux. Une ligne intitulée « Cadeau client VIP ». Cartier, Van Cleef & Arpels. J'ai cliqué sur le détail d'une facture datant de Noël dernier. Un bracelet Alhambra, en nacre. 3 500 €. Je me souvenais de ce Noël. Louis m'avait offert un robot de cuisine. Un robot de cuisine dernier cri, certes, mais un appareil ménager. Pour sa cliente VIP, il offrait des bijoux iconiques. La rage me brûlait l'estomac, mais je continuais à noter, à faire des captures d'écran, à constituer mon dossier. Chaque ligne était un clou dans son cercueil professionnel. Il ne volait pas seulement notre couple, il volait notre entreprise. C'était un abus de biens sociaux. C'était du pénal. Vers 10h, la porte de mon bureau s'est ouverte sans qu'on frappe. C'était Louis. Il était frais, rasé de près, sentant l'aftershave coûteux. Il portait un bouquet de pivoine blanche, mes fleurs préférées, ou du moins celles qu'il croyait être mes préférées. En réalité, je préférais les lisses, mais je ne l'avais jamais corrigé. Il s'est arrêté net en me voyant installé derrière mon bureau, entouré de dossiers ouverts. « Élise, tu es venue travailler ?» Il a tenté un sourire, brandissant le bouquet, comme un drapeau blanc. « Pour toi, pour me faire pardonner d'hier soir, j'ai été maladroit. Je n'aurais pas dû te laisser partir seul. » J'ai levé les yeux de mon écran, ajustant mes lunettes. « Pose ça quelque part, Louis, je suis occupé. » Il a froncé les sourcils, entrant dans la pièce et posant les fleurs sur une table basse. Il s'est approché de mon bureau, essayant de voir ce que je regardais. J'ai minimisé la fenêtre Excel d'un clic rapide. « Tu fais quoi ?» demanda-t-il, un soupçon de méfiance dans la voix. « Je revois les contrats des fournisseurs. Je trouve qu'on dépense beaucoup trop en frais divers. Je cherche à optimiser. » Le mot « optimiser » l'a fait tiquer. C'était son mot, celui qu'il avait utilisé pour justifier le compte au Luxembourg. « C'est bien, chérie, c'est bien que tu te remettes dans le bain. Mais ne force pas trop, tes yeux sont encore fragiles. » Il a contourné le bureau, posant ses mains sur mes épaules, commençant à masser ma nuque. « Tu es tendu. » Son contact me répugnait. J'avais l'impression que des araignées couraient sur ma peau. Je me suis dégagée doucement, me levant pour aller vers la fenêtre. « Louis, j'ai bloqué la carte black de l'entreprise ce matin. » Le silence dans la pièce est devenu instantanément glacial. « Quoi ?
Sa voix avait perdu toute douceur. « Pourquoi tu as fait ça ?» La banque m'a signalé une activité suspecte hier soir. Un débit de 5 000 € à 22 heures pour du café. Ils ont pensé à une fraude. J'ai confirmé que c'était une erreur et j'ai demandé le blocage préventif. Une nouvelle carte avance arrivera dans une semaine. Je me suis retournée pour le regarder. Il était pâle. Il savait que je savais. Mais il ne pouvait rien dire. S'il admettait que c'était lui, il admettait qu'il avait utilisé l'argent de la société pour une enchère personnelle grotesque. S'il se taisait, il se retrouvait sans moyen de paiement pour ses petits extras pendant une semaine. « Tu aurais dû m'en parler avant, » balbutia-t-il. « C'est très gênant. J'ai des déjeuners prévus. Utilise ta carte personnelle, Louis. Tu te feras rembourser plus tard sur note de frais. Si les dépenses sont justifiées, bien sûr. » Je lui ai souri, un sourire froid, professionnel. « C'est la procédure, non ?» Il a serré les mâchoires. Il était piégé. Oui, bien sûr, c'est la procédure. Il a fait demi-tour et est sorti de mon bureau en claquant la porte un peu trop fort. Je me suis rassise, j'ai rouvert le fichier Excel. Première victoire. Je venais de lui couper les vivres. Clémence allait devoir attendre pour ses prochains cadeaux. Et je savais, par expérience, que les maîtresses entretenues deviennent beaucoup moins douces quand le robinet à cache se tarit. À midi, mon téléphone a vibré. Un message de René. J'ai trouvé autre chose. Regarde tes mails, c'est du lourd. J'ai ouvert ma boîte mail personnelle. René m'avait transféré un rapport d'agence immobilière. C'était un compromis de vente. Pour un appartement, un T3 dans le Vieux-Lyon, quartier Saint-Georges, rénové, poutres apparentes, vue sur la Saône. Prix 450 000 €. L'acquéreur, une SCI, Société Civile Immobilière, nommée LNC Avenir. LNC, Louis et Clémence. La date de signature prévue était dans 3 semaines. Je me suis laissé aller contre le dossier de mon fauteuil, le souffle coupé. Il ne se contentait pas de lui payer des cafés et des voyages. Il lui achetait un toit. Il construisait un nid. Il préparait sa sortie. Ou pire, il préparait sa double vie permanente. Cet appartement, c'était le point de non-retour. S'il signait, il engageait de son patrimoine personnel, donc le nôtre, puisque nous étions mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquets. Il allait utiliser nos économies, ou pire, hypothéquer notre maison pour loger sa maîtresse. Je devais agir vite. Je devais faire capoter cette vente, mais pas frontalement. Je devais faire en sorte que ce soit lui qui renonce. Ou mieux, que ce soit elle qui le quitte parce qu'il ne peut pas payer. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de l'agence immobilière qui figurait en bas du document. « Bonjour, ici l'assistante de Monsieur Louis Marchand de la société LNC Avenir. Monsieur Marchand m'a demandé de vous appeler concernant le dossier de financement pour l'appartement rue Saint-Georges. Oui, c'est cela. Il y a un petit souci technique avec la banque. Il va falloir décaler la signature. Ah, le vendeur est pressé? Il a d'autres offres? C'est embêtant. » Je laissais planer un silence calculé. Écoutez, je ne devrais pas vous dire ça, mais Monsieur Marchand traverse une vérification fiscale assez lourde en ce moment. Ses comptes sont sous surveillance. Si j'étais vous, je conseillerais au vendeur d'étudier les autres offres. On ne voudrait pas bloquer son bien inutilement. J'ai raccroché avec un sentiment de puissance enivrante. Je venais de saboter son rêve avec 3 phrases et un ton confidentiel. L'agent immobilier, paniqué à l'idée d'une vente qui capote à cause du fisc, allait appeler le vendeur dans la minute. L'appartement allait leur passer sous le nez. Et ce soir, quand Louis rentrerait, il serait furieux. Il ne comprendrait pas pourquoi l'agence lui mettait la pression ou annulait la vente. Il serait stressé. Et un homme stressé fait des erreurs. J'ai repris mon travail. Vers 16 heures, j'ai décidé de descendre prendre un café. Pas à la machine du couloir. Non. Je suis descendue au Horizon Café. Il y avait du monde. C'était l'heure du goûter. Clémence était là, derrière son comptoir, souriante, servant des muffins et des cappuccinos. Mais son sourire était un peu plus figé que la veille. Elle avait des cernes légers sous les yeux. La soirée d'hier avait dû être agitée. Je me suis avancée dans la file. Quand mon tour est arrivé, elle a levé la tête. Son visage s'est décomposé. « Madame Marchand ». Elle a prononcé mon nom comme une insulte. « Bonjour, mademoiselle Duval. Un café noir, s'il vous plaît. À emporter cette fois. » Elle a tapé la commande sur sa caisse enregistreuse, ses mains tremblant visiblement. « Ça fera 2,50 €. J'ai sorti un billet de 10 €. Elle a rendu la monnaie, évitant mon regard. Au moment où elle me tendait le gobelet, j'ai posé ma main sur la sienne, doucement, mais fermement. Juste une seconde, elle a sursauté, me regardant avec effroi. « Vous avez une jolie bague, » dis-je en regardant ses doigts nus. « Ah, pardon, je croyais avoir vu quelque chose qui brillait, c'était sûrement un effet d'optique. » Je savais qu'elle attendait une bague, Louis lui avait sûrement promis. Ma remarque a été cruelle, pointant le vide de sa main, le vide des promesses de mon mari.
Bon courage pour le service. Il paraît que les affaires sont fluctuantes en ce moment. Je suis partie sans me retourner. En remontant dans l'ascenseur, j'ai bu une gorgée de café noir. Il était amer, parfaitement amer. Ce soir, je savais que Louis ne rentrerait pas dîner. Il irait la voir pour la rassurer, pour lui dire que l'appartement allait se faire, que sa femme n'était qu'une nuisance temporaire. Mais si la Tarana allait être les camps, il est trouvé. Une Clémence inquiète, peut-être en pleurs, lui demandant pourquoi l'agence immobilière appelait pour dire que le dossier était à risque. Il allait trouver une Clémence qui commencerait à douter de sa toute-puissance. La fissure était ouverte. Maintenant, il ne restait plus qu'à taper dessus jusqu'à ce que tout s'écroule. Je suis rentrée dans mon bureau et j'ai vu un post-it jaune collé sur mon écran par ma secrétaire. Monsieur Marchand a demandé à voir le relevé de ses appels téléphoniques professionnels. Je souris. Il commençait à paniquer. Il se demandait ce que j'avais vu. Il cherchait à effacer ses traces a posteriori. Trop tard, Louis. J'ai déjà tout sauvegardé sur un disque dur externe caché dans le coffre de ma voiture. La nuit tombait sur Lyon. Les lumières de la ville s'allumaient une à une. Du haut de ma tour de verre, je me sentais comme un maître des marionnettes. J'avais mal, mon cœur était en miettes, mais mon esprit n'avait jamais été aussi clair. La vengeance est un plat qui se mange froid, et mon congélateur était plein. Le dîner ce soir-là fut un chef-d'œuvre de tension silencieuse. Louise était rentrée tard, l'air harassé, sa cravate dénouée pendant tristement autour de son cou. Il avait passé la journée à essayer de sauver l'achat de l'appartement, sans argent et sans éveiller mes soupçons, une équation impossible que je prenais un plaisir pervers à observer de loin. Nous étions assis l'un en face de l'autre dans la grande salle à manger. Le bruit de nos couverts contre la porcelaine résonnait comme des coups de glaive. Il ne mangeait pas. Il poussait ses haricots verts d'un côté à l'autre de l'assiette, construisant de petites collines vertes avant de les détruire. « Tu n'as pas faim ?» demandai-je en coupant mon steak avec appétit. La vengeance, avais-je découvert, creusé l'estomac. Louis leva vers moi des yeux cernés. « J'ai des soucis de trésorerie au bureau, » mentit-il. « Avec ce blocage de cartes, c'est compliqué. J'ai dû avancer des frais pour le déjeuner avec les Japonais avec mon compte personnel, et je suis un peu à découvert. » C'était un mensonge pathétique. Louis avait un compte personnel bien garni. S'il était à découvert, c'est qu'il avait déjà transféré des sommes colossales ailleurs, probablement pour payer les frais d'aménagement du futur nid d'amour avant même d'avoir les clés. « Oh, mon pauvre chéri !» dis-je sans lever les yeux de mon assiette. « Je demanderai à la comptabilité de traiter ta note de frais en priorité, dès que tu auras fourni les justificatifs, bien sûr. Tu as gardé la facture du restaurant d'hier soir ?» Il se figea. Il n'y avait pas eu de restaurant hier soir. Il y avait eu une vente aux enchères. Il ne pouvait pas produire de facture sans révéler l'achat du café à 5 000 €. « Je crois que je l'ai égaré, » bafouilla-t-il. « Ce n'est pas grave, je m'en passerai. »« Comme tu voudras, mais tu sais que le fisc est très pointilleux, en ce moment. Pas de justificatif, pas de remboursement. Je ne veux pas mettre la société en péril pour quelques déjeuners, n'est-ce pas ?» Il serra les dents si fort que j'entendis sa mâchoire craquer. Bien sûr, Élise, la société avant tout. Le lendemain matin, un événement inattendu vint m'offrir une nouvelle munition. Je travaillais depuis la maison, installée dans le salon, quand la sonnette retentit. Un coursier se tenait devant la porte, un paquet plat et élégant sous le bras, estampillé du logo d'une célèbre maison de haute couture parisienne, Dior. « Livraison pour monsieur Louis Marchand », annonça le jeune homme. Je signai le bordereau avec un calme olympien. « Je suis son épouse, je vais le prendre. » Une fois la porte refermée, je posai le paquet sur la table basse en verre. Je le regardais comme on regarde une bombe à retardement. Louis n'était pas là. Il était parti tôt pour gérer une crise sur un chantier, probablement rassurer Clémence au café. Pourquoi Louis se ferait-il livrer un paquet Dior à la maison? C'était une erreur de débutant, une erreur de stress. Dans sa panique d'hier, après le blocage de la carte d'entreprise et les problèmes d'appartement, il avait dû vouloir faire un geste pour Clémence. Un cadeau de consolation. Il avait commandé en ligne, vite, trop vite, et le navigateur avait dû remplir automatiquement l'adresse de livraison par défaut. Notre domicile. J'ai souri. Merci la technologie. Merci l'inconscient. J'ai délié le ruban de soie beau blanche avec une lenteur cérémonieuse. J'ai soulevé le couvercle de la boîte gris perle. À l'intérieur, enveloppé dans du papier de soie crissant, se trouvait un carré de soie. Un mitsa, ces foulards longs et fins qu'on noue autour du cou ou à l'anse d'un sac. Il était magnifique. Des motifs floraux, des gardénias blancs sur fond bleu nuit. Le sang du gardénia, c'était le nom d'un parfum que Clémence avait mentionné sur son blog. Il avait choisi le motif assorti. C'était attentionné, c'était romantique. Et c'était désormais à moi. J'ai pris le foulard.
La soie était fraîche et douce contre mes doigts. J'ai marché vers le miroir de l'entrée. Je portais un chemisier blanc simple. J'ai noué le foulard autour de mon cou, laissant les pans flotter légèrement. Le bleu nuit faisait ressortir la pâleur de ma peau et la détermination sombre de mes yeux. Cela m'allait à ravir. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à Louis. Pas de texte, juste une photo. Moi, souriante, un sourire énigmatique à la Mona Lisa, portant le foulard avec la boîte Dior visible en arrière-plan. 2 minutes plus tard, mon téléphone sonnait. Élise, sa voix était aiguë, étranglée. « Chérie, tu es incroyable !» m'exclamai-je avec un enthousiasme surjoué. « Le paquet vient d'arriver. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est pour fêter ma reprise du travail. C'est magnifique. Tu as toujours eu tellement de goût. » Un silence lourd, épais, traversa la ligne. Je pouvais presque l'entendre suffoquer. Il ne pouvait pas dire « Non, rends-le-moi, c'est pour ma maîtresse ». Il était piégé, totalement, irrémédiablement piégé. Oui, finit-il par croasser. Oui, c'est pour toi. Surprise. Merci mon amour, je l'adore. Je vais le porter ce soir pour le vernissage de la galerie Berthelot. Tu te souviens qu'on doit y aller ? Le vernissage. Ah oui, ce soir. Il avait oublié. Bien sûr qu'il avait oublié. Il avait sûrement prévu de passer la soirée avec Clémence pour lui offrir ce foulard. À ce soir, chérie. Je t'aime. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. J'ai caressé la soie de mon cou. Ce foulard n'était plus un accessoire de mode. C'était un collier de chien. Et je tenais la laisse. Le vernissage à la galerie Berthelot était l'événement mondain de la semaine. Tout le lion qui comptait était là. Artistes, mécènes, politiciens. Et bien sûr, Louis et moi. Louis était pâle. Il transpirait légèrement dans son costume, malgré la climatisation. Il n'arrêtait pas de fixer mon cou. Chaque fois que je bougeais, que la soie chatoyait, sous les lumières des spots, il grimaçait comme s'il recevait une décharge électrique. Je paradais. Je tenais son bras fermement, jouant les pouces comblés. « Regardez ce que Louis m'a offert », disais-je à qui voulait l'entendre, en montrant le foulard. « N'est-il pas merveilleux ? Il sait exactement ce qui me plaît. Des gardénias, ma fleur préférée. » Les amis s'extasiaient. Oh Louis, tu es un amour. Quel mari attentionné. Louis souriait, un rictus douloureux qui ressemblait plus à une indigestion qu'à de la joie. Il devait acquiescer. Il devait jouer son rôle. C'était sa punition. Être félicité publiquement pour un geste d'amour qu'il destinait à une autre. Soudain, je l'ai senti se raidir contre moi. Son bras est devenu dur comme de la pierre. J'ai suivi son regard. À l'autre bout de la salle, près du buffet, se tenait une silhouette familière. Clémence. Que faisait-elle là ? Ce n'était pas son milieu. Puis je me suis souvenu. La galerie exposait des œuvres jeunes talents. Elle avait dû se faufiler, ou peut-être connaissait-elle l'un des artistes. Ou pire, Louis lui avait dit qu'il serait là, et elle était venue pour le voir, pour le soutenir de loin, comme une groupie amoureuse. Elle portait une petite robe noire simple, un peu trop courte pour l'occasion. Elle cherchait Louis du regard. Quand elle le trouva, son visage s'illumina. Elle fit un petit geste de la main, discret. Puis, son regard glissa vers moi, vers son bras qui me tenait, et enfin, vers mon cou. Je l'ai vue s'arrêter net. Elle plissa les yeux. Elle reconnut le foulard. Je le savais, parce qu'elle avait posté une photo de ce modèle précis sur sa story Instagram il y a 3 jours avec la légende. Rêve absolu. J'espère que l'univers m'entend. L'univers l'avait entendu. Mais l'univers, c'était moi. Et j'avais intercepté le message. Je vis la confusion, puis l'incrédulité, et enfin la douleur brute se peindre sur son visage de porcelaine. Elle regarda Louis. Elle attendait qu'il fasse quelque chose. Qu'il m'arrache le foulard. Qu'il lui fasse un signe pour dire « ce n'est pas ce que tu crois ». Mais Louis ne fit rien. Il détourna le regard. Il regarda ses chaussures, lâche qu'il était. Je pris une coupe de champagne sur le plateau d'un serveur qui passait. Je me tournai légèrement pour que Clémence puisse bien voir mon profil, le foulard flottant élégamment. Je levai mon verre vers elle, un toast silencieux et cruel à travers la foule. « Santé, ma chère. Merci pour l'inspiration. » Elle ne tint pas le coup. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle fit demi-tour et se précipita vers la sortie, bousculant au passage un critique d'art. « Tiens, dis-je à Louis d'une voix neutre, on dirait que ta petite protégée du café était là. Elle est partie bien vite. Tu crois qu'elle a vu quelque chose qui ne lui a pas plu ?» Louis se dégagea brusquement de mon bras. « Je dois aller aux toilettes. Je ne me sens pas très bien. Vas-y chérie, prends ton temps. » Je le regardais s'éloigner précipitamment. Je savais qu'il n'allait pas aux toilettes. Il allait courir dehors pour essayer de la rattraper ou pour l'appeler.
Mais le mal était fait. Elle avait vu son cadeau au cou de sa femme. Elle pensait maintenant l'une de ces deux choses. Louis lui avait menti et avait acheté le cadeau pour sa femme. Louis était trop faible pour empêcher sa femme de prendre son cadeau. Dans les deux cas, l'image du chevalier blanc était ternie. Le doute s'était insinué. Est-ce qu'il l'aime elle ou est-ce qu'il joue avec moi? Je restais seule au vernissage, sirotant mon champagne. Il avait un goût de victoire. Mais la soirée n'était pas finie. Quand Louis revint, 20 minutes plus tard, il avait l'air d'un homme qui vient de traverser une tempête sans parapluie. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux rougis. Il n'avait pas réussi à la calmer, ou elle n'avait pas répondu. « On rentre ?» demanda-t-il d'une voix éteinte. « Déjà ? Mais je m'amuse bien. Et puis j'ai rencontré un certain monsieur Delorme, un agent immobilier. » Louis sursauta. « Delorme ? Celui de l'agence Saint-Georges, oui. Il était surpris de te voir ici. Il m'a demandé si tes soucis fiscaux s'arrangeaient. » Je pris une mine faussement inquiète. « Louis, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu voulais investir dans l'immobilier locatif? Et pourquoi l'agent pense-t-il que nous avons des problèmes avec le fisc? C'est très mauvais pour notre réputation. » Il était livide. Il ouvrait et fermait la bouche comme une carpe. Je voulais te faire une surprise. Un investissement pour notre retraite. Mais avec cette histoire d'audit, j'ai préféré inventer une excuse pour temporiser. Ah, je vois. Une surprise. Comme le foulard? Je touchais la soie à mon cou. Exactement, comme le foulard. Il avait l'air d'avoir envie de vomir. Tu sais, Louis, monsieur Delorme m'a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit que la CI était au nom de LNC Avenir. C'est pour qui? Charles, ton frère? Oui, c'est Charles. On voulait faire ça, entre frères. C'est étrange. Charles m'a appelé hier pour mon anniversaire. Il m'a dit qu'il était fauché et qu'il cherchait du travail. Il ne m'a pas semblé être en mesure d'acheter un appartement à 450 000 €. Louis passa sa main sur son visage. Il était acculé. Chaque mensonge qu'il prononçait se heurtait à un mur de réalité que j'avais déjà construit. On rentre, Élise, s'il te plaît, j'ai une migraine épouvantable. Le trajet de retour fut encore plus silencieux que l'aller, mais cette fois, le silence n'était pas lourd. Il était vibrant. Je sentais la peur émaner de lui par vagues. Il comprenait que l'étau se resserrait, mais il ne voyait pas encore la main qui tenait la manivelle. Il pensait que c'était le destin, la malchance, des coïncidences. Il ne savait pas que le destin était assis sur le siège passager, portant un foulard Dior. Une fois à la maison, Louis monta directement se coucher. Il ne prit même pas la peine de se doucher. Il voulait juste s'éteindre, fuir cette journée cauchemardesque. Je restais en bas. J'allumais mon ordinateur. C'était sur l'étagère de la glace en face suivante. L'attaque numérique. J'avais accès à son iCloud. Il pensait l'avoir sécurisé, mais il utilisait le même mot de passe pour tout, Clémence 2024. Il l'avait changé récemment. Quel idiot romantique. Je me connectais. Je ne voulais pas lire ses messages. Je voulais semer le chaos. J'allais dans ses contacts. Je trouvais Clémence 318. Je modifiais le numéro. J'inversais 2 chiffres. Juste 2. Suffisant pour que les appels n'aboutissent pas, pour que les SMS se perdent dans le néant. Demain, il essaierait de l'appeler pour s'excuser du foulard. Il tomberait sur ce numéro n'est pas attribué. Il penserait qu'elle l'a bloqué, qu'elle a changé de numéro, qu'elle l'a quitté. La panique allait monter d'un cran. Et un homme paniqué ne travaillera pas bien. Un homme paniqué fait des fautes graves. Je refermais l'ordinateur, je montais l'escalier, le foulard toujours autour de mon cou. Je passais devant la chambre d'amis où Louis dormait, ou feignait de dormir. La porte était entr'ouverte. Je l'entendis murmurer dans son sommeil, un son plaintif, pitoyable. Je ne ressentis aucune pitié, juste le froid glacial de la justice. J'entrai dans notre chambre matrimoniale, seule. Je retirai le foulard et le posai sur le mannequin de couture que j'utilisais parfois. Dans la pénombre, le motif des gardénias semblait presque vivant. Des fleurs qui se nourrissent de mensonges. J'allais me coucher. Pour la première fois depuis des semaines, je m'endormis immédiatement. J'avais besoin de force. Demain, j'allais me rendre au café pour une petite visite de courtoisie. Il était temps de voir si la porcelaine de Clémence était solide ou si elle allait se briser sous la pression. Et j'avais une petite idée pour le coup de grâce de l'acte 2. Une petite fête d'entreprise, organisée par mes soins, au Horizon Café. Imaginez le tableau. Louis, le patron. Moi, la femme légitime et actionnaire. Et Clémence, la serveuse, obligée de nous servir du champagne en nous regardant célébrer notre succès. Ce serait exquis. Le lendemain matin, l'atmosphère au bureau était électrique, mais pas pour les raisons habituelles. Louise était arrivée avec des cernes profonds, creusés comme des tranchées sous ses yeux. Je l'avais entendu se lever 3 fois dans la nuit
errait dans le couloir, tentait de passer des appels furtifs depuis la salle de bain. Des appels qui, je le savais avec une délectation perverse, n'aboutissaient nulle part. J'étais assise à mon bureau, fraîche et disposée, quand il est entré en trombe, fermant la porte derrière lui. « Il y a un problème avec mon téléphone », lâcha-t-il sans préambule, brandissant l'appareil comme une preuve à charge. « Je n'arrive à joindre personne. Ça sonne non attribué pour la moitié de mes contacts. C'est sûrement lié au blocage de la carte SIM d'entreprise que tu as ordonné. » Je levai les yeux de mon écran, ajustant mes lunettes avec une lenteur exaspérante. « Bonjour à toi aussi, Louis. » Non, je n'ai pas touché aux lignes téléphoniques, seulement aux cartes bancaires. Peut-être est-ce une mise à jour défaillante, ou peut-être que les gens ont changé de numéro sans te prévenir. Il serra les mâchoires. Il savait que Clémence n'aurait pas changé de numéro sans lui dire. Il était terrifié à l'idée qu'elle l'ait bloqué, qu'elle l'ait effacé de sa vie à cause du foulard. « C'est impossible, je vais aller chez l'opérateur ce midi. »« Tu n'auras pas le temps, » dis-je en consultant ma montre. « J'ai une bonne nouvelle. Pour célébrer le préaccord avec les investisseurs japonais que tu as si brillamment géré hier soir, n'est-ce pas? J'ai décidé d'organiser un petit pot d'entreprise improvisé. » Louis se figea. L'inquiétude remplaça l'agacement sur son visage. « Un pot? Maintenant? Mais on a du travail. C'est important pour le moral des troupes, Louis. Après mon absence, je veux renouer avec l'équipe. Et devine où j'ai réservé. » Je lui adressai mon sourire le plus innocent, celui qui cachait les dents du loup. « Au Horizon Café. C'est juste en bas, c'est pratique, et il paraît que tu aimes beaucoup leur ambiance. J'ai privatisé l'endroit pour 2 heures, de midi à 14 heures. Solange a déjà envoyé les invitations. Tout le monde descend dans 10 minutes. » La couleur quitta son visage si vite que je crus qu'il allait s'évanouir. « Non, Élise, on ne peut pas faire ça. » Il bafouilla, cherchant une excuse désespérée. « C'est trop petit, et puis leur service est lent. Ce n'est pas assez standing pour nous. Allons, Louis, tu y vas tous les jours. Si c'est assez bien pour le PDG, c'est assez bien pour ses employés. Et puis, il faut soutenir les jeunes entrepreneurs, non? Allez, enfile ta veste, on ne fait pas attendre le succès. » Je me levai, attrapai mon sac à main sur lequel j'avais négligemment noué le foulard Dior, et je sortis, laissant mon mari pétrifié au milieu de son bureau. Il n'avait pas le choix. S'il refusait de venir, il éveillait les soupçons de toute l'entreprise. S'il venait, il entrait en enfer. La descente en ascenseur fut silencieuse. Les employés autour de nous babillaient joyeusement, ravis de cette pause inattendue. Louis fixait les numéros d'étage qui défilaient, comme le compte à rebours d'une bombe. Quand nous sommes entrés dans le café, l'odeur de torréfaction nous a accueillis, mais l'ambiance n'était pas celle d'un café paisible. C'était la panique. Clémence, prévenue à la dernière minute par Solange, courait partout. Elle était seule pour servir 30 personnes. Elle avait l'air épuisée. Ses cheveux d'ordinaire si soyeux étaient attachés en un chignon hâtif et ses yeux étaient rouges et gonflés. Quand elle nous vit entrer, elle s'arrêta net, un plateau de verres à la main. Elle vit Louis. Son regard était un mélange déchirant d'espoir et de reproche. Elle attendait un signe, un regard complice qui lui dirait « Désolé pour hier, je t'aime ». Mais Louis ne la regarda pas. Il regardait ses chaussures, le plafond, le mur. N'importe quoi, sauf elle. Il était terrifié à l'idée que je capte le moindre échange. Puis, Clémence me vit. Et elle vit le foulard bleu nuit noué à mon sac. Le symbole de sa défaite. Elle vacilla légèrement, mais se reprit. Elle avait sa fierté. Elle serra les lèvres et se remit au travail, devenant soudainement une automate. « Bienvenue à tous », lançai-je d'une voix forte et joyeuse. « Installez-vous. Aujourd'hui, c'est open bar pour les cafés et les douceurs. Monsieur Marchand régale. » Les employés applaudirent. C'était immense. Louis esquissa un sourire qui ressemblait à une grimace de douleur. Nous nous sommes installés à la grande table centrale. Je m'assis délibérément en face de la machine à expresso pour avoir une vue imprenable sur Clémence. J'obligeai Louis à s'asseoir à côté de moi. « Mademoiselle !» appelai-je en claquant des doigts. Clémence s'approcha, son carnet à la main. Elle tremblait. Je pouvais voir ses jointures blanches serrer le stylo. « Que désirez-vous, madame ?» Sa voix était un murmure brisé. Pour moi, un thé vert. Et pour mon mari, je me tournai vers Louis, posant une main possessive sur son bras. « Louis, qu'est-ce que tu prends d'habitude, ton fameux café secret ?» Louis déglutit. « Un expresso, simple. Mais non, chérie, prendre quelque chose de plus festif. Mademoiselle, faites-lui votre spécialité. Celle avec le petit cœur dessiné dessus. J'ai vu sur votre Instagram que vous faisiez ça très bien. Un cappuccino amour, c'est ça ?» Clémence leva les yeux vers Louis. C'était un appel au secours. « Arrête-la. Dis quelque chose. » Louis resta muet. Il était lâche. « Un cappuccino » répéta-t-il faiblement. «
Très bien, dit Clémence d'une voix glaciale. Elle tourna les talons. Pendant les 30 minutes qui suivirent, j'ai orchestré le spectacle. Je parlais fort, je riais, je racontais des anecdotes sur les débuts de notre couple, sur la façon dont nous avions construit cette entreprise ensemble, main dans la main. Je martelais le mot fidélité et confiance dans chaque phrase, comme des clous que j'enfonçais dans leur crâne. Quand Clémence revint seule avec les boissons, elle posa la tasse devant Louis avec un bruit sec. Il n'y avait pas de cœur sur la mousse. Juste un rond blanc, vide. Le message était clair. « Merci ma belle », dis-je avec condescendance. « Dites-moi, c'est dur de gérer une affaire seule si jeune, non ? Heureusement qu'il y a des clients généreux pour aider à payer le loyer. » Elle se figea. « Je me débrouille, madame. Je ne demande l'aumône à personne. Ah, c'est tout à votre honneur. L'indépendance, c'est crucial pour une femme. Ne jamais dépendre d'un homme qui peut disparaître du jour au lendemain, n'est-ce pas ? Elle me fixa, les larmes montant à nouveau. Elle avait compris. Elle savait que je savais pour l'appartement, pour l'argent, pour tout. Excusez-moi, j'ai des clients à servir. Elle s'enfuit vers la cuisine. Je bus une gorgée de mon thé. Il était délicieux. Vers 13h30, le moment de payer arriva. Solange, mon assistante, s'approcha. « Madame Marchand, comment réglons-nous ? Sur le compte de la société ? » « Ah non, Solange. » Je parlais assez fort pour que Clémence, qui essuyait le comptoir à 2 mètres, entende. Comme je l'ai dit, la carte entreprise s'est bloquée pour vérification de fraude. C'est Monsieur Marchand qui invite personnellement aujourd'hui. C'est son cadeau à l'équipe. Je me tournai vers Louis. « Vas-y, chérie. Fais honneur à ta générosité. » Ah, mais assez... Et sans se rendre pendant Louis devint livide. Je savais exactement ce qu'il avait sur son compte courant personnel, moins de 300 €. Il avait tout vidé pour verser un acompte liquide au notaire hier matin, espérant sécuriser la vente de l'appartement. La note pour 30 personnes, avec les pâtisseries spéciales et les cafés gourmands, devait avoisiner les 450 €. Il sortit son portefeuille. Ses mains tremblaient tellement qu'il fit tomber une carte de visite par terre. Clémence regardait. Elle attendait de voir son prince charmant, son mécène puissant, sortir sa carte gold et régler l'affaire d'un geste noble. Louis sortit sa carte bleue personnelle. Il la tendit à Clémence. Elle l'inséra dans le terminal. Bip, bip, bip. Paiement refusé, annonça-t-elle d'une voix neutre. Un silence gêné tomba sur la table la plus proche. Ah, Louise essuya une goutte de sueur sur son front. C'est sûrement le plafond. J'ai fait une grosse dépense hier. Réessaie. Clémence réinséra la carte. Bip, bip, bip. Refusé. Solde insuffisant. Cette fois, elle le dit un peu plus fort. Il y avait une pointe de mépris dans sa voix. L'homme qui lui promettait un appartement à un demi-million d'euros ne pouvait pas payer une note de 400 €. L'illusion se fissurait. Le masque du milliardaire tombait, révélant le petit mari menteur et fauché. Les employés commençaient à chuchoter. Le grand Louis Marchand, insolvable ? Oh, mon pauvre chéri, intervenus-je, jouant la sauveuse magnanime. Tu as dû oublier de faire un virement. Ce n'est pas grave. Je vais régler. Je sortis ma propre carte. Une carte platinium à mon nom de jeune fille liée à mon héritage personnel. Une carte qu'il ne pouvait pas toucher. Tenez, mademoiselle, et ajoutez 50 € de pourboire pour vous. Vous avez l'air d'en avoir besoin. Clémence prit ma carte. Nos doigts se frôlèrent. Sa main était glacée. La mienne, elle était brûlante. Le paiement passa instantanément. Merci, madame Marchand, dit-elle, vaincue. Je me levai, impériale. Allez, tout le monde, retour au travail. Merci pour ce moment. Je sortis du café, Louis sur mes talons, la tête basse comme un chien battu. Dans l'ascenseur, une fois seul, il explosa. Tu as fait exprès. Tu savais que mon compte était vide. Tu m'as humilié devant tout le monde, devant elle. Je me tournai vers lui, le visage fermé. Devant qui, Louis ? Devant la serveuse ? Pourquoi son opinion t'importe-t-elle tant ? C'est juste une prestataire, non ? Tu es un monstre, Élise. Tu as changé. Non, Louis. Je me suis réveillée. Et crois-moi, le réveil est difficile. Mais la journée ne fait que commencer. L'après-midi, Louis s'enferma dans son bureau. Il ne travaillait pas. Je voyais, via le système informatique, qu'il passait son temps sur des sites de crédit à la consommation en ligne. Il cherchait de l'argent frais. Vite. Il était désespéré. Vers 16h, mon téléphone sonna. C'était l'agent immobilier, Monsieur Delorme. « Madame Marchand, je suis désolée de vous déranger. Votre mari m'appelle toutes les 10 minutes, mais je préférais vous parler à vous. Dites-moi. » Le vendeur de l'appartement rue Saint-Georges retire son bien de la vente. Il a reçu une offre au prix, comptant, sans condition suspensive de prêt. Il a signé. Je souris. C'est dommage. Qui est le heureux acquéreur ? Une SCI. Attendez. SCI Némésis. Je ne connais pas. Je retins un petit rire.
SCI Nemesis. C'était moi. J'avais demandé à René de monter la structure en urgence ce matin et de faire l'offre. J'avais acheté l'appartement qu'il voulait pour sa maîtresse, avec mon argent. Désormais, non seulement il ne pourrait pas l'avoir, mais c'est moi qui possédais les murs de son rêve brisé. Merci de l'information, monsieur Delorme. Je préviendrai mon mari. Il sera déçu. Je raccrochai. Il était temps de porter le coup final de cet acte. J'imprimai un document que je venais de recevoir de mon avocat. Une convocation. Pas pour un divorce. C'était trop tôt. Une convocation pour une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de l'architecture de demain. Ordre du jour. Révocation du mandat social du président-directeur général pour faute de gestion et abus de biens sociaux. Je glissai la feuille dans une enveloppe Kraft. J'attendis 18 heures, l'heure où tout le monde partait. J'entrai dans le bureau de Louis. Il était affalé dans son fauteuil, regardant par la fenêtre la nuit tombée sur Lyon. Il tenait son téléphone éteint dans la main. « Tiens », dis-je en posant l'enveloppe sur son bureau. « C'est pour toi. »« Qu'est-ce que c'est ? Encore une facture ?» Sa voix était usée. « Ouvre !» Il déchira l'enveloppe. Il lut les premières lignes. Ses yeux s'écarquillèrent démesurément. Il se leva d'un bond, renversant sa chaise. « Tu ne peux pas faire ça. C'est ma boîte. Je l'ai construite. Notre boîte, Louis. Et tu l'as pillée. J'ai les preuves. L'audit est terminé. Les 50 000 € pour le café, les voyages, les bijoux, les retraits. Tout est là. Tu as 2 choix. » Je m'appuyai contre le bureau, croisant les bras. Choix numéro 1. Tu démissionnes de ton poste de PDG demain matin pour raison de santé. Tu gardes tes parts, mais tu perds tout pouvoir de décision et tout accès au compte. Je reprends la présidence. Et le choix numéro 2, souffla-t-il, terrifié. Choix numéro 2. Je dépose plainte au pénal demain à 9 h. Abus de biens sociaux, faux et usage de faux. Tu iras en prison, Louis. Et Clémence aussi, pour recel, puisqu'elle a profité de l'argent volé pour monter son commerce. Et en 5 moments, ah ça. Le nom de Clémence le frappa comme une balle. Il pouvait supporter sa propre chute, peut-être. Mais l'idée de voir sa princesse innocente traîner devant les tribunaux, menottée, son café fermé, sa réputation détruite, c'était insupportable. Il s'effondra dans son fauteuil renversé. Il pleura, de vraies larmes cette fois, des larmes d'impuissance. « Pourquoi tu fais ça, Élise ?» sanglota-t-il. « Je t'aimais. » « Non, Louis. Tu aimais le confort que je t'apportais. Tu aimais l'image que nous formions. Mais tu as choisi de briser le miroir. Maintenant, tu te coupes avec les morceaux. » Je me dirigeais vers la porte. « J'attends ta lettre de démission sur mon bureau demain à 8 h. Sinon, j'appelle le procureur. » Je sortis. Dans le couloir, le silence était total. Je marchais vers l'ascenseur. Mes jambes en jambes tremblaient un peu, le contre-coup de l'adrénaline. J'avais gagné la guerre financière, j'avais gagné la guerre professionnelle. Il ne lui restait plus rien, plus d'argent, plus de pouvoir, plus d'appartement, et bientôt il n'aurait plus de maîtresse, car Clémence, privée de son mécène et humiliée publiquement, ne tarderait pas à comprendre qu'un homme déchu n'est plus un prince charmant, mais un boulet. Je descendis au parking, je montai dans ma voiture. J'avais envie de crier, de hurler ma douleur, car chaque coup que je lui portais me blessait aussi. C'était l'homme de ma vie que je détruisais, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Il fallait aller jusqu'au bout. Il fallait cautériser la plaie par le feu. L'acte 2 était terminé. Les fractures n'étaient plus invisibles. Elles étaient béantes. Le toit de la maison s'était effondré. Maintenant, place à l'acte 3. La chute du masque, la confrontation finale et la libération. Le lendemain matin, le soleil s'est levé sur Lyon comme n'importe quel autre jour. Une lumière pâle, indifférente, qui filtrait à travers les stores de mon bureau. Mais pour moi, ce n'était pas un jour ordinaire, c'était le jour 1 de ma nouvelle vie, ou plutôt le jour 0 de la vie de Louis. Sur mon bureau en verre, une enveloppe blanche reposait, isolée au centre de la surface immaculée. Elle n'était pas cachetée, juste posée là, lourde de conséquences. À l'intérieur, une seule feuille de papier, signée d'une main tremblante. Je sous-signais, Louis Marchand, démissionne de mes fonctions de président-directeur général de la société, l'architecture de demain, avec effet immédiat, pour raisons personnelles et de santé. Il avait obéi. Il n'avait pas eu le choix. Entre la prison et la déchéance sociale, il avait choisi la survie. Solange a frappé à la porte, passant une tête hésitante. « Madame ?» Monsieur Marchand, enfin, Louis, vient de partir. Il a vidé son bureau, il a rendu son badge et ses clés. Il pleurait, madame. J'ai levé les yeux vers elle, mon visage impassible. Les gens pleurent un peu souvent quand ils réalisent qu'ils ont tout gâché, Solange. Faites changer les serrures de son bureau et réinitialiser ses accès informatiques. Personne n'entre dans cette pièce sans mon autorisation. Bien, madame.
Elle a refermé la porte, me laissant seule avec le silence. J'ai pris la lettre de démission. Je l'ai scannée et envoyée à notre avocat. C'était fini. L'entreprise, ce troisième enfant que nous avions élevé ensemble, était désormais à moi et à moi seule. J'aurais dû ressentir de la joie, de la victoire. Mais je ne ressentais qu'un vide immense, un cratère froid dans ma poitrine. J'avais gagné la guerre, mais j'avais perdu mon mari. J'avais amputé une partie de moi-même pour survivre. Je me suis levée et je suis allée à la fenêtre. En bas, sur le parking, j'ai vu la voiture de Louis. Il était assis au volant, immobile. Il ne démarrait pas. Il devait être en train de regarder le bâtiment, ce monument de sa réussite passée, dont il venait d'être banni comme un lépreux. Puis, il a saisi son téléphone. J'ai vu ses lèvres bouger. Il appelait quelqu'un, pas moi, évidemment. Il appelait son refuge, sa bébé, Clémence. J'ai regardé ma montre, 10 heures du matin. Le café L'Horizon devait être calme après le rush du matin. Il allait sûrement aller la voir. Il allait chercher du réconfort dans ses bras, lui raconter une version édulcorée de l'histoire. Il lui dirait sans doute qu'il avait démissionné par choix, parce qu'il était fatigué, qu'il voulait se consacrer à leur amour, à leur avenir. Il lui vendrait encore du rêve, même avec les poches vides. Mais il y avait un détail qu'il ignorait, un détail crucial. J'ai pris mon sac à main, vérifiant que j'avais bien le trousseau de clés que le notaire m'avait fait livrer par coursier 1 heure plus tôt. Les clés de l'appartement rue Saint-Georges. « Allô, René ?» dis-je en marchant vers l'ascenseur. « C'est l'heure. Rejoins-moi rue Saint-Georges. Je veux un témoin. » Je suis montée dans ma voiture. J'ai ouvert l'application de traçage GPS. La voiture de Louis se dirigeait effectivement vers le Vieux Lyon, mais pas vers le café. Il allait directement vers l'immeuble de l'appartement. Il allait lui montrer les lieux. Il voulait probablement faire un coup d'éclat, lui dire « Regarde, c'est ici que nous allons vivre. Ne t'inquiète pas pour l'argent, j'ai tout arrangé. » Il espérait sans doute que l'éblouissement de la vue sur la Saône lui ferait oublier l'humiliation de la carte bancaire refusée. Pauvre Louis. Il ne savait pas que le code d'entrée avait été changé ce matin, même à la demande du nouveau propriétaire. Je suis arrivée rue Saint-Georges 20 minutes plus tard. Il pleuvinait, une pluie fine, agaçante, qui collait les cheveux et grisait les pavés. C'était un temps parfait pour une fin du monde. J'ai garé ma voiture un peu plus loin pour ne pas être vue immédiatement. J'ai vu la berline de Louis garée en double fil, feu de détresse allumé. Ils étaient là, liés tous les deux. Louise et Clémence se tenaient sur le trottoir devant la lourde porte en chêne de l'immeuble Renaissance. Clémence portait un trench coat beige serré à la taille. Elle avait l'air inquiète, les bras croisés pour se protéger du froid. Louis s'agitait devant le digicode. Il tapait frénétiquement une combinaison. Bip, bip, bip. Erreur. Je suis sortie de ma voiture et j'ai ouvert mon parapluie noir. J'ai marché vers eux, mes talons claquant rythmiquement sur le pavé mouillé. Je les ai entendus avant qu'ils ne me voient. « Je ne comprends pas », s'énervait Louis, tapant encore sur le clavier. L'agent m'avait donné ce code hier. Ça doit être un bug du système. Louis, la voix de Clémence était lasse, chargée de doutes. Peut-être que ce n'est pas le bon moment. Tu as l'air stressé. On peut revenir plus tard. Non, je veux te montrer. C'est notre nid, Clémence. Une fois qu'on sera là-haut, tu verras, tout ira mieux. On oubliera cette sorcière d'Élise, on oubliera l'entreprise. On repartira à zéro. Oublier qui ? Demandai-je d'une voix calme, arrivant à leur hauteur. Louis a fait un bond de côté, comme s'il avait vu un fantôme. Il a glissé sur les pavés humides et a manqué de tomber. Clémence a poussé un petit cri, portant la main à sa bouche. « Élise ?» Le visage de Louis s'est devenu blanc comme la craie. « Qu'est-ce que tu fais là ? Tu me suis ?» J'ai fermé mon parapluie avec un claquement sec et je l'ai secoué pour faire tomber les gouttes. « Je ne te suis pas, Louis. Je viens chez moi. » Il m'a regardé, l'air hagard, ne comprenant pas. « Chez toi ? » Oui, je viens inspecter mon nouvel investissement immobilier. J'ai cru comprendre qu'il y avait des squatteurs devant la porte. Je me suis avancée vers le digicode. Louis s'est interposé, essayant de retrouver un semblant de dignité devant sa maîtresse. « Arrête ton cirque, Élise. Tu sais très bien que c'est l'appartement que je convoitais. J'ai fait une offre. La SCI LNC. La SCI LNC n'a pas les fonds, Louis, l'ai-je coupé froidement. Le vendeur a accepté une autre offre comptant, de la SCI Némésis, c'est-à-dire moi. J'ai sorti le trousseau de clés brillant de ma poche. Je l'ai fait teinter devant ses yeux. Tu veux monter ? Je peux vous faire visiter. Après tout, tu as passé tant de temps à choisir les finitions. Ce serait dommage de ne pas voir le résultat final. Louise est resté bouche bée. Il était anéanti. Le dernier pilier de son mensonge venait de s'effondrer. Clémence, elle, regardait les clés, puis Louis, puis moi. Ses yeux s'écarquillèrent
alors que la compréhension se faisait jour dans son esprit. Louis, sa voix tremblait. Tu m'avais dit que tu avais signé. Tu m'avais dit que c'était fait, que tu avais versé l'acompte. Louis s'est tourné vers elle, les mains tendues en avant, suppliant. Clémence, écoute, c'est compliqué. J'ai eu un contretemps bancaire à cause d'elle. Elle a bloqué mes comptes. Moi, c'était son hâte. Mais je vais arranger ça, je te le jure. Arranger quoi? Demandai-je cruellement. Tu es au chômage depuis ce matin, Louis. Tu n'as plus de salaire, plus de dividendes, plus de cartes de crédit. Tu vis chez moi, tu conduis une voiture qui est au nom de ma société et tu portes un costume que j'ai payé. Avec quoi vas-tu acheter cet appartement? Avec des grains de café? Clémence a reculé d'un pas. Elle regardait Louis comme si elle découvrait un inconnu pathétique et menteur. Tu es au chômage? Murmura-t-elle. Mais tu es le PDG. J'ai démissionné, avoua Louis, la tête basse. Pour nous, Clémence, pour qu'on soit libre. Tu as démissionné parce que je t'ai donné le choix entre la porte et la prison pour détournement de fonds, corrigeai-je. Sois honnête au moins une fois dans ta vie. Je me suis tournée vers Clémence, et pour la première fois, je ne la voyais pas comme une ennemie, mais comme une victime collatérale de la médiocrité de mon mari. Elle était jeune, naïve, éblouie par l'argent et le statut, et elle se retrouvait face au vide. « Mademoiselle Duval, dis-je doucement, il vous a menti sur tout. Il n'est pas riche, il n'est pas puissant. C'est un homme entretenu qui a joué au grand seigneur avec l'argent de sa femme. L'appartement, les bijoux, le financement de votre café, tout venait de ma poche. Et maintenant que j'ai fermé le robinet, il ne lui reste que ses beaux discours. » Clémence a fixé Louis. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues poudrées. « C'est vrai ?» a-t-elle demandé. « Dis-moi que ce n'est pas vrai, Louis. Dis-moi que tu as de l'argent. Dis-moi que l'appartement est à nous. » C'était une question matérialiste, certes, mais c'était la réalité crue. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, surtout quand on a des goûts de luxe. Louis n'a pas répondu. Il ne pouvait pas. Clémence a laissé échapper un sanglot. Elle a regardé l'immeuble magnifique, ce rêve de pierre qui lui échappait, puis elle a regardé l'homme voûté sous la pluie. « Tu es minable », a-t-elle craché. Le mot a claqué comme un coup de fouet. « Clémence, mon amour, ne m'appelle pas comme ça. Tu m'as fait croire que j'étais une princesse. Tu m'as promis le monde, et tu n'es qu'un voleur. Tu m'as affiché devant tout le monde. Tu m'as laissé me faire humilier par ta femme. Pour ça? Pour rien. » Elle a retiré un bracelet de son poignet, le fameux Van Cleef & Arpels que j'avais vu sur les factures. Elle l'a jeté par terre, dans une flaque d'eau boueuse. « Garde tes bijoux volés. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Ne reviens jamais à mon café. » Elle a fait demi-tour et s'est mise à courir sous la pluie, ses talons claquant désespérément sur le trottoir, s'éloignant de nous, s'éloignant de lui. Louis a fait un geste pour la retenir, mais son bras est retombé, inerte. Il savait que c'était inutile. La magie était rompue. Sans l'argent, sans le prestige, il n'était plus désirable. Il est resté là, seul, regardant sa silhouette disparaître au coin de la rue. Puis, lentement, il s'est tourné vers moi. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Ses cheveux étaient mouillés, collés à son front. Son beau costume s'était trempé. « Tu es contente ?» a-t-il demandé d'une voix morte. « Tu as tout détruit, tu m'as tout pris. » J'ai ramassé le bracelet dans la boue. Je l'ai essuyé avec un mouchoir en papier que j'ai sorti de ma poche. Je n'ai rien détruit, Louis. J'ai juste allumé la lumière. C'est toi qui avais construit un château de cartes dans le noir. J'ai mis le bracelet dans mon sac. Je vais monter voir mon appartement. Je pense que je vais le louer. C'est un bon placement. Toi, tu devrais rentrer. Tes valises t'attendent. Mes valises? Oui, je ne veux plus de toi chez moi ce soir. Tu as perdu ta maîtresse, tu as perdu ton travail, et maintenant, tu as perdu ta femme. Va à l'hôtel, ou chez ton frère. Débrouille-toi. J'ai tapé le code sur le digicode. Bip, 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 bip. Clic. La porte s'est ouverte. Adieu, Louis. Je suis entrée dans le hall frais et silencieux, et j'ai refermé la lourde porte derrière moi. Je n'ai pas regardé par le Judas. Je savais ce qui se passait dehors. Un homme seul, sous la pluie, réalisant qu'il était devenu le roi de rien du tout. Je suis montée au 2e étage. L'appartement était vide, sentant la peinture fraîche et la poussière de chantier. J'ai marché jusqu'à la grande fenêtre du salon. La vue sur la Saône était effectivement magnifique. Les eaux grises de la rivière coulaient indifférentes aux drames humains. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert la galerie photo. J'ai sélectionné toutes les photos de Louis. Toutes. Celles des vacances, celles des anniversaires, celles de notre mariage. Supprimées, supprimées, supprimées. J'ai vidé la corbeille. Je me sentais étrangement calme. Pas de larmes, pas de colère. Juste une fatigue immense, comme après une longue randonnée en montagne. J'avais atteint le sommet, mais le paysage était désolé.
Pourtant, au milieu de cette désolation, je sentais quelque chose de nouveau, une petite flamme, la liberté. Je n'étais plus Madame Marchand, l'épouse trompée. Je n'étais plus la femme qui attendait qu'on l'aime. J'étais Élise Laurent, propriétaire, PDG, femme libre. J'ai respiré profondément l'air de l'appartement vide. Il m'appartenait, ma vie m'appartenait à nouveau. Soudain, mon téléphone a vibré. Un message de lui. Où est-ce que je vais? Je n'ai nulle part où aller. S'il te plaît, Élise. On peut parler? J'ai regardé le message. J'ai hésité une seconde. Une vieille habitude de sollicitude, un réflexe conditionné de 7 ans de mariage, a failli me faire répondre. Rentre à la maison, on discutera. Mais j'ai revu le cœur dessiné à Léosine. J'ai revu les cafés. J'ai revu le sourire de Clémence aux enchères. Non. J'ai tapé une réponse, lente et précise. La conversation est terminée, Louis. La clé de la maison n'est plus sous le paillasson. Ne m'écris plus. Contacte mon avocat pour les papiers du divorce. J'ai appuyé sur envoyer. Puis, j'ai bloqué son numéro. C'était le silence final, le silence que je méritais. Je suis restée encore un moment à regarder la pluie tomber sur Lyon. Je pensais à Clémence. Elle allait souffrir quelques semaines, peut-être quelques mois. Elle pleurerait, son prince déchu. Mais elle était jeune, elle s'en remettrait. Elle avait appris une leçon brutale. Tout ce qui brille n'est pas or, et les hommes mariés qui promettent en la lune ne sont souvent que des vendeurs de vent. Quant à moi, j'ai tourné le dos à la fenêtre. J'ai traversé le salon vide, mes pas résonnaient, c'était le son d'un nouveau départ. En sortant de l'immeuble, Louis n'était plus là. Sa voiture avait disparu. Il ne restait que la pluie et les pavés luisants. Je suis remontée dans ma voiture. J'ai démarré. La radio s'est allumée doucement, une chanson de piano mélancolique. Je ne rentrais pas chez nous, je rentrais chez moi. La maison serait grande ce soir, elle serait vide, mais elle serait propre. Plus de mensonges dans les coins, plus de trahisons cachées sous les tapis. Je conduisais vers l'avenir, et pour la première fois depuis des mois, la route devant moi était claire. Je n'avais plus besoin de caméra embarquée pour surveiller mon dos. La traque était finie. Le masque était tombé et s'était brisé en 1000 morceaux. Il ne restait plus qu'à balayer les débris. Les semaines qui suivirent le départ de Louis furent étrangement silencieuses. C'était un silence différent de celui d'avant. Avant, le silence était lourd de secrets, chargé de tensions inexprimées. Maintenant, c'était un silence propre, aseptisé, le silence d'une salle d'opération après que le patient a été recousu. Je vivais dans une maison trop grande pour moi, mais je ne m'y sentais pas perdue. Au contraire, je reprenais possession de chaque centimètre carré. J'avais fait venir une équipe de nettoyage industriel pour lessiver les murs, nettoyer les tapis, effacer chaque trace de son passage. L'odeur de son parfum, ce mélange de cèdre et d'agrumes que j'avais tant aimé et qui me donnait désormais la nausée, avait disparu, remplacé par l'odeur neutre et fraîche du savon noir et de l'eucalyptus. Mais il restait une tâche à accomplir, la plus pénible, le tri. Le samedi matin, armé de cartons de déménagement et d'un rouleau de scotch marron, je suis entrée dans le dressing. Ses vêtements étaient toujours là, pendus sagement sur leurs cintres en velours. Ses costumes italiens, ses chemises sur mesure, ses cravates en soie. Des milliers d'euros de textiles qui ne servaient plus à rien. J'ai commencé à remplir les cartons. Méthodiquement, sans émotion apparente, j'ai pris le smoking bleu nuit, celui de la vente aux enchères, celui de la trahison. J'ai senti le tissu sous mes doigts. Il y avait encore une tache minuscule sur le revers, probablement du champagne ou une miette de toast. J'ai eu une fraction de seconde d'hésitation. C'était un beau vêtement. Il lui allait bien. J'ai revu l'image de nous deux, il y a des années, dansant lors d'un gala, lui me faisant tourner, me regardant comme si j'étais la seule femme au monde. Ce souvenir m'a transpercé le cœur comme une aiguille fine. C'était le piège de la mémoire. Elle ne garde que la lumière et oublie les ombres. Je devais être vigilante. J'ai plié le costume en boule, sans respect, et je l'ai fourré au fond du carton. Clac, scrérich, le bruit du scotch scellant le carton a résonné comme un verdict. J'ai continué. Les chaussures, les montres, celles que je lui avais offertes, car j'avais récupéré celles qu'il s'était achetées avec l'argent de l'entreprise. Les livres de chevet qu'il ne lisait jamais. Au fond d'un tiroir de chaussettes, ma main a buté sur un petit objet dur. J'ai tiré. C'était une boîte en velours rouge. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, une bague, pas une alliance. Une bague fantaisie, assez jolie, avec une petite pierre bleue. Ce n'était pas du grand luxe, mais c'était délicat. Il y avait un petit mot plié en dessous. Pour Clémence. Parce que tes yeux sont plus bleus que ça. Joyeux 3 mois. Elle. Joyeux 3 mois. Il comptait les mois avec elle comme un adolescent. J'ai regardé la bague. Elle n'avait jamais été offerte. Peut-être attendait-il une occasion spéciale, ou peut-être l'avait-il oubliée là, dans le chaos de ses mensonges.
J'ai jeté la bague dans la poubelle avec les vieilles chaussettes trouées. Elle ne méritait même pas d'être vendue. Vers midi, j'avais terminé. 6 cartons s'empilaient dans le hall d'entrée. C'était tout ce qui restait de Louis Marchand dans cette maison. 6 boîtes en carton marron. C'est effrayant de voir à quel point une vie peut être compressée quand on retire l'amour qui lui donnait du volume. J'ai envoyé un message à son frère, Charles. Les affaires de Louis sont prêtes. Viens les chercher, avant 18 heures. Après, je les mets sur le trottoir pour les encombrants. Charles a répondu immédiatement. J'arrive. 1 heure plus tard, une camionnette s'est garée devant la grille. Charles s'est descendu. Il avait l'air gêné, fuyant mon regard. Il savait. Tout le monde savait maintenant. La rumeur s'était répandue dans Lyon comme une traînée de poudre. La chute spectaculaire de l'architecte Playboy. « Bonjour Élise », a-t-il murmuré en entrant. « Bonjour Charles. Les cartons sont là. » Il a commencé à les charger, silencieux. Au dernier voyage, il s'est arrêté sur le seuil, un carton dans les bras. « Tu sais, il ne va pas bien. Il est chez moi, sur le canapé. Il ne mange plus. Il boit beaucoup. » Je l'ai regardé froidement. « C'est triste, Charles. J'espère qu'il a les moyens de s'acheter à boire, parce que je ne paierai pas sa cirrhose. » Charles les a grimacé. « Tu es dure, Élise. C'était ton mari pendant 7 ans. Une erreur, ça arrive. » Une erreur? J'ai laissé échapper un rire sec. Une erreur, c'est oublier d'acheter du pain. Une erreur, c'est rayer la voiture, détourner des centaines de milliers d'euros, entretenir une double vie, acheter un appartement à une gamine avec mon argent et m'humilier publiquement. Ce n'est pas une erreur, Charles. C'est un choix répété chaque jour, chaque heure. J'ai fait un pas vers lui, le forçant à reculer vers sa camionnette. Ne viens pas me parler de pitié. Où était sa pitié quand je sortais de l'hôpital avec un bandeau sur les yeux et qu'il allait la rejoindre? Où était sa pitié quand il se moquait de moi avec elle, par SMS? Charles a baissé la tête, il n'avait pas d'argument. Allez, file, et dis-lui que s'il veut ses affaires de golf, elles sont déjà à la déchetterie. J'ai claqué la porte, j'ai verrouillé, j'ai respiré. Le mardi suivant, j'avais rendez-vous chez mon avocat, maître Valérie Cohen, pour la conciliation. Une formalité nécessaire avant le jugement définitif. Le cabinet était situé dans un immeuble haussmannien, feutré, intimidant. Je suis arrivée en avance, impeccable dans un tailleur crème. Je voulais incarner la lumière, la pureté, face à sa noirceur. Louis est arrivé en retard, 5 minutes. Une petite impolitesse calculée, ou juste le signe de sa désorganisation actuelle. Quand il est entré dans la salle de réunion, j'ai failli ne pas le reconnaître. Il avait perdu du poids. Son visage était émacié, couvert d'une barbe de 3 jours, grisonnante. Il portait un jean et une veste froissée. Loin, très loin du dandy au smoking bleu nuit. Il émanait de lui une odeur de tabac froid et de négligence. Il s'est assis en face de moi sans me regarder. Son avocat, un jeune homme agressif nommé Maître Durand, a ouvert son dossier avec fracas. « Bien, » a commencé Maître Cohen. « Nous sommes ici pour fixer les mesures provisoires. Madame Laurent demande le divorce pour faute exclusive. Nous avons un dossier solide concernant l'adultère et les malversations financières. Nous contestons, » a aboyé Maître Durand. Mon client traverse une dépression sévère causée par la pression tyrannique de son épouse au travail. Il y a eu harcèlement moral. L'adultère n'est qu'une conséquence de sa souffrance psychologique. De plus, il a été forcé de démissionner sous la menace. C'est un licenciement abusif déguisé. J'ai regardé Louis. Il fixait la table, jouant avec un stylo. Il laissait son avocat raconter ses fables grotesques. Il essayait de passer pour la victime. Le pauvre homme écrasé par sa femme puissante. Harcèlement ? Demandai-je calmement. Est-ce que c'est moi qui l'ai forcé à acheter des bijoux Cartier à sa maîtresse? Est-ce que c'est moi qui l'ai forcé à piller les comptes de la société? Je me suis penchée vers lui. Louis, regarde-moi. Il a levé les yeux. Ses pupilles étaient troubles. Tu veux vraiment jouer à ça? Tu veux qu'on aille au pénal? J'ai été gentille, Louis. Je me suis contentée de ta démission. Mais si ton avocat prononce encore une fois le mot harcèlement, je sors de cette pièce et je vais directement chez le procureur de la République déposer le dossier complet des abus de biens sociaux. Tu sais ce que ça veut dire? 3 ans de prison, 375 000 € d'amende et l'interdiction de gérer une entreprise à vie. J'ai laissé la menace planer dans l'air climatisé de la pièce. Tu veux finir ta vie en prison ou tu veux signer ces papiers et essayer de reconstruire quelque chose avec le peu de dignité qu'il te reste? Louis a posé sa main sur le bras de son avocat pour le faire taire. « Ça suffit », a-t-il dit d'une voix rauque, arrêtée. « Mais monsieur Marchand, nous pouvons obtenir une pension », a protesté l'avocat. « J'ai dit ça suffit », a crié Louis, frappant du poing sur la table. Il s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient remplis de larmes. « Je signe tout.
Je ne veux pas aller en prison. Je veux juste que ça s'arrête. Il a pris le stylo. Il a signé la convention de divorce. Il renonçait à tout. Pas de prestations compensatoires. Pas de part dans la maison que j'avais financée majoritairement et dont il perdait sa part pour rembourser les sommes détournées. Il partait avec ses vêtements et ses dettes. Quand il a reposé le stylo, il a semblé se vider de toute substance. « C'est fini » a-t-il demandé. « C'est fini » a confirmé maître Cohen. Nous sommes sortis du cabinet. Dans la rue, le soleil riait, c'était aveuglant. Louis s'est arrêté sur le trottoir. Il a fouillé dans sa poche et en a sorti un paquet de cigarettes écrasées. Il a tenté d'en allumer une, mais ses mains tremblaient trop. Le briquet cliquetait inutilement. J'ai regardé cette scène pathétique. L'homme que j'avais admiré, l'homme que j'avais pensé être mon roc, n'était qu'un enfant perdu qui n'arrivait même pas à faire du feu. J'ai ouvert mon sac. J'en ai sorti un briquet. Je ne fume pas, mais j'en ai toujours un pour les bougies. J'ai fait jaillir la flamme et je l'ai tendue vers lui. Il a sursauté, puis s'est penché pour allumer sa cigarette. Il a tiré une longue bouffée, fermant les yeux. « Merci, Gianluc. »« Ah, ça c'est... »« Merci, a-t-il soufflé. »« Tu vas faire quoi maintenant ?» ai-je demandé, non par inquiétude, mais par curiosité morbide. « Je ne sais pas. Charles dit que je peux rester chez lui 1 mois ou 2. Je vais chercher du boulot, peut-être dans une autre ville. Lyon est trop petit maintenant. Tout le monde me regarde de travers. C'est le prix à payer, Louis. La réputation met des années à se construire et 1 seconde à se détruire. » Il a hoché la tête tristement. « Et Clémence, tu as des nouvelles ?» C'était plus fort que lui. Il devait demander. « Non. Et toi ?» Il a secoué la tête. Elle a fermé le café. J'y suis passé hier soir. Il y a un panneau à vendre sur la vitrine. Elle a disparu. Son téléphone ne répond plus. Elle m'a bloqué partout. Il a eu un sourire amer. Tu avais raison. Elle aimait le package, pas le contenu. Dès que l'emballage a été déchiré, elle a jeté le cadeau. Au moins, tu as appris quelque chose, dis-je. Je me suis retournée pour partir. Élise, je me suis arrêtée sans me retourner. Est-ce que tu m'as aimé, vraiment? Ou est-ce que j'étais juste un projet pour toi? Un associé? C'était une question cruelle. Il essayait de rejeter une part de responsabilité sur ma froideur, sur mon ambition. Je me suis retournée lentement. Je t'ai aimé plus que tout, Louis. Je t'ai aimé au point de ne pas voir tes défauts. Je t'ai aimé au point de te laisser croire que tu étais le chef alors que je tenais la maison. Mais toi, tu n'as jamais aimé personne d'autre que ton propre reflet dans les yeux des autres. Je l'ai laissé là, sur le trottoir, dans un nuage de fumée bleue. Je suis montée dans un taxi. « Où allez-vous, madame ?» a demandé le chauffeur. « Au bureau. J'ai une entreprise à faire tourner. » Le retour au bureau fut triomphal, mais discret. J'avais fait enlever la plaque Louis Marchand, PDG, de la porte du grand bureau d'angle. La porte était ouverte. Les peintres étaient déjà passés pour changer la couleur des murs. Du gris souris triste de Louis, nous étions passés à un blanc, cassé lumineux, avec des touches de vert émeraude. Mon style. Solange m'a accueilli avec un café, un vrai passeux de l'horizon. Madame, l'équipe technique attend en salle de réunion pour le point hebdomadaire. Et j'ai reçu un appel de l'agent immobilier. Il a les clés définitives de l'appartement rue Saint-Georges. Merci Solange. Posez les clés sur mon bureau. Je m'en occuperai plus tard. Je suis entrée dans la salle de réunion. 10 visages se sont tournés vers moi. Il y avait de l'inquiétude, mais aussi du respect. Ils savaient que le capitaine avait changé, mais ils savaient aussi que le navire ne coulerait pas. « Bonjour à tous », dis-je en m'asseyant en bout de table. « Nous avons beaucoup de travail. La période d'incertitude est terminée. Nous allons reprendre le projet Rive Gauche. Et nous allons le faire mieux qu'avant, parce que maintenant, nous n'avons plus de poids mort à traîner. » Quelques sourires discrets sont apparus. Ils avaient compris le message. En fin de journée, je suis redescendue. Je ne pouvais pas m'en empêcher. J'ai marché jusqu'au coin de la rue. Le Horizon Café était effectivement fermé. Les stores étaient baissés. Sur la vitrine, une feuille A4 scotchée à la hâte. Fermeture définitive pour raisons personnelles. Bail I cédé. J'ai regardé à travers la vitre poussiéreuse. Les chaises étaient empilées sur les tables. La machine à expresso rutilante avait disparu, probablement vendue pour payer les dernières dettes. C'était un mausolée, le mausolée de leur adultère. C'est ici qu'ils s'étaient tenus la main. C'est ici qu'elle lui avait dessiné des cœurs. C'est ici qu'ils avaient ri de moi. Et maintenant, il ne restait que le vide et la poussière. J'ai vu une silhouette s'approcher, une jeune femme. Elle portait un grand carton. C'était Clémence. Elle venait récupérer les dernières affaires. Elle ne m'avait pas vue, j'étais dans l'ombre du porche voisin. Elle avait changé. Elle ne portait plus ses robes vaporeuses de princesse bohème.
Elle portait un jean, un pull trop grand, et ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval négligée. Elle avait l'air fatiguée, vieillie. Elle a posé son carton sur le trottoir pour chercher ses clés. Elle a levé la tête et m'a vue. Elle s'est figée. La clé s'est restée suspendue en l'air. Nous nous sommes regardés. Il n'y avait plus de haine, juste une reconnaissance triste. Deux femmes devant les ruines, causées par le même homme. Elle a baissé les yeux, la première. « Je pars », a-t-elle dit, sa voix faible dans le bruit de la ville. « Je rentre chez mes parents, en Bretagne. Je n'ai plus rien ici. »« C'est mieux ainsi », ai-je répondu. « Il m'a dit qu'il m'aimait. C'était un murmure, une excuse. Je sais. Il me le disait aussi. Il le disait probablement à son miroir tous les matins. Louis n'aime que l'idée d'aimer. » Clémence a hoché la tête. Une larme a roulé sur sa joue, traçant un sillon dans sa poudre. « Je suis désolée, Madame Marchand, pour tout. Je ne savais pas, au début, et après quand j'ai su, je n'ai pas eu le courage d'arrêter. Je croyais gagner. On ne gagne jamais à bâtir son bonheur sur le malheur d'une autre, Clémence. Les fondations sont pourries. Ça finit toujours par s'écrouler. » Elle a ramassé son carton. Adieu. Elle est faite partie vers sa petite voiture garée plus loin, une vieille Twingo cabossée. Pas la voiture de luxe qu'elle espérait, juste la réalité. Je l'ai regardée partir. J'ai ressenti un étrange soulagement. La dernière pièce du puzzle était remise dans la boîte. Je suis rentrée chez moi. La nuit tombait, j'ai ouvert la porte de ma maison vide. J'ai allumé la lumière, j'ai posé mon sac, j'ai enlevé mes chaussures. J'ai marché pieds nus sur le parquet. Je suis allée dans la cuisine. J'ai ouvert une bouteille de vin rouge. Un bon Bordeaux, celui que Louis gardait pour les grandes occasions et qu'il ne m'ouvrait jamais. Je me suis versé un verre. Je suis allée m'asseoir dans le salon, face à la baie vitrée qui donnait sur le jardin. J'ai levé mon verre vers mon reflet dans la vitre. Une femme de 32 ans, seule, mais debout. J'ai bu une gorgée. Le vin était riche, complexe, avec une note de fruits noirs et d'épices. Il avait le goût de la victoire. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'application de la banque. Les comptes étaient sains. L'argent de l'appartement rue Saint-Georges allait commencer à rentrer sous forme de loyer le mois prochain. L'entreprise était sauvée. J'ai ouvert ma galerie photo. J'ai pris une photo de mon verre de vin avec le jardin illuminé en arrière-plan. Pas de légende, pas de hashtag, juste l'image. Je l'ai postée. Quelques secondes plus tard, les premiers likes sont arrivés. Des amis, des collègues, des gens qui étaient restés à mes côtés. Et puis, une notification d'un numéro inconnu est arrivée par SMS. J'ai vu ta story. Tu as l'air bien. Tant mieux pour toi. Moi, je suis dans la merde. Si jamais tu as besoin de quelqu'un pour tondre la pelouse, je suis pas chère. C'était Louis. Il avait dû emprunter le téléphone de quelqu'un ou acheter une carte prépayée. Même dans sa déchéance, il essayait encore de plaisanter, de garder un lien, d'être pathétique. J'ai souri. Pas un sourire triste. Un vrai sourire. J'ai appuyé sur le numéro, bloqué ce correspondant. J'ai posé le téléphone. J'ai fini mon verre. Demain, j'avais un rendez-vous avec un architecte d'intérieur pour refaire la décoration de la chambre. Je voulais tout changer. Le lit, les rideaux, la couleur des murs. Je voulais du jaune soleil, la couleur de l'éveil. La nuit était calme. J'ai fermé les yeux. Pour la première fois depuis des mois, je n'avais pas peur de m'endormir. Je savais que personne ne dessinerait de faux cœurs sur mon dos pendant mon sommeil. J'étais seule. Et c'était la plus belle compagnie que je pouvais espérer.